L'Aki est un fruit jamaïcain qui possède une saveur vraiment unique. Il est doux et onctueux et les personnes qui l'ont testé disent qu'il a le même goût que les œufs brouillés. On peut le consommer en toute sécurité tant qu'il est mûr. C'est pourquoi l'importation d'Aki cru a été interdite aux États-Unis il y a près de 50 ans. La seule partie comestible est la chair blanche et crémeuse. La chair rose a l'air appétissante mais ne te fie pas à elle, elle est hautement toxique, de même que ses graines noires. Le corosol est un autre fruit interdit aux États-Unis en raison de ses toxines. Il est également appelé guanabana et peut libérer des substances toxiques entraînant des effets très désagréables s'il n'est pas mûr. Fans du corosol, ne soyez pas tristes. Il y a de fortes chances que vous trouviez de la pulpe congelée dans les supermarchés. Un autre produit qui doit être mûr à 100% pour ne pas courir de risque est le sureau. Les baies de sureau cru sont riches en vitamine C, ce qui est bon pour la santé, et en cyanure, ce qui n'est pas franchement très bon. Ces baies sont cependant très appréciées. On les trouve dans les tartes, les sirops, les thés, les confitures, tout ce que tu veux. Les baies bien mûres et cuites ne sont pas dangereuses. Et non, le sureau n'est pas interdit. Le cyanure ne semble pas si dangereux en comparaison des aliments qui contiennent de la trédotoxine, qui est 1200 fois plus forte. Le poisson globe est un mets délicat japonais et il est justement rempli de cette substance. Personne ne peut manger ce poisson sans courir de risque, mais les chefs japonais ont maîtrisé l'art de le préparer à la perfection. Pour le rendre comestible, ils enlèvent simplement les parties toxiques. Ce mets délicat s'appelle le fugu et coûte environ $200 par portion. Tu pourrais acheter un tas de saumon complètement sans danger à la place. Le fugu est presque totalement interdit aux États-Unis. Seuls quelques endroits autorisés en vendent, mais il faut vraiment avoir envie de tenter une telle aventure gastronomique. Kasumatsu signifie littéralement fromage pourri. Désolé, tu ne peux pas en goûter une bouchée aux États-Unis. Alors si tu ne peux vraiment pas résister à la tentation, va donc en Sardaigne, en Italie. En fait, il s'agit tout simplement d'un fromage de lait de brebis avec une pincée de magie. Des mouches spéciales déposent leurs œufs à l'intérieur de ce fromage, et il reste là pendant 40 jours. Au moment où il est prêt à être consommé, des asticots vivants se chargent de le décomposer. C'est grâce à eux que le fromage a cette texture particulière et cette saveur épicée. Il est interdit aux États-Unis pour des raisons sanitaires. Contrairement au doux et crémeux Kasumatsu, le fromage himalayen Turpi est célèbre pour être le plus dur du monde. Comme tout produit normal de ce genre, il est fabriqué à partir de lait. Ce qui le rend différent, c'est qu'il reste frais jusqu'à 20 ans. Le lait est également assez spécial. Les vaches, qui sont en fait un croisement entre des vaches et des yaks, mangent une variété d'herbes de montagne. Ce lait a une saveur unique grâce à ces herbes, mais fais attention à tes dents en croquant ce fromage, il est dur comme de la pierre. À Singapour, tu n'auras jamais de caries à cause du chewing-gum. Et non, ce n'est pas parce qu'ils prennent bien soin de leurs dents, en fait c'est complètement illégal là-bas. Cet endroit est connu pour sa propreté, et le pays a dépensé une fortune pour nettoyer tous les endroits et interdire le chewing-gum. Il a été interdit en 1992 et les vendeurs ont dû cesser immédiatement la vente pour ne pas risquer des amendes super élevées. En parcourant les allées des supermarchés lors de tes différents voyages, tu peux constater qu'il n'y a pas de lait cru en stock. Il est interdit dans de nombreux États américains et dans d'autres pays, notamment au Canada, en Norvège, en Finlande, en Suède, au Danemark et en Écosse, pour des raisons sanitaires. Alors que le lait cru est interdit en Écosse, le haggis est tout à fait autorisé là-bas. Pourtant, il est interdit aux États-Unis. Si tu vis aux États-Unis et que tu as moins de 45 ans, il y a de fortes chances que tu n'aies jamais goûté au haggis, puisqu'il a été interdit il y a près d'un demi-siècle. Ce pudding écossais est composé de panses de brebis farcies et d'abats de mouton, mélangés à des flocons d'avoine, le tout épicé avec un tas d'oignons émincés, sans oublier le suif et le bouillon. La texture est friable et grossière et son goût est assez épicé. Il est généralement servi avec de la purée de pommes de terre ou de navets. Le manioc est une racine tropicale toxique dont il existe deux types. La variante douce contient un peu de cyanure, mais il suffit de la cuire pour réduire la teneur en toxines à un niveau non dangereux. Pour éliminer toutes les toxines du manioc amer, il faut râper la racine, puis la faire tremper, et enfin la cuire correctement pour la rendre comestible. Cette racine est très riche en amidon et sa saveur est vraiment subtile. Le manioc peut être utilisé de la même manière que les pommes de terre, en purée, bouillie ou frit. Qu'en penses-tu ? Que dirais-tu d'un bon haggis accompagné de purée de manioc au lieu de pommes de terre ? D'ailleurs, il n'existe pas non plus de pommes de terre 100% inoffensives, tu sais. Tout dépend si elle est mûre ou pas. Les pommes de terre dites vertes sont pleines de toxines, et les germes de pommes de terre sont également très dangereux. Il en va de même pour les amandes et les noix de cajou vertes, qui sont pleines de cyanure si elles ne sont pas assez mûres. Heureusement, les noix que nous achetons au supermarché sont bien traitées, ce qui signifie qu'elles sont totalement sûres. Les prunes jaunes ou mirabelles sont interdites dans les 50 États américains. Ces fruits sont tout à fait normaux et il n'y a rien de mal à les manger. Mais tu peux seulement déguster ces prunes en France, en Lorraine.
La loi sur l'importation est un peu bizarre, et ce fruit est d'origine protégée. Si le bar est le genre de plat dont tu ne peux pas te passer, alors le Royaume-Uni n'est pas ta destination. Ce poisson a été récemment interdit là-bas en raison du déclin de la population de bars. Il en va de même pour le caviar de beluga aux États-Unis. L'un des aliments les plus chers du monde ne peut plus être trouvé en Amérique en raison de nouvelles réglementations visant à protéger le poisson. Tu as envie d'un hamburger avec de la viande toute fraîche, du pain moelleux et beaucoup de ketchup ? Vas-y et prends-le, sauf si tu es un élève d'une école française. En France, une loi réglemente l'utilisation du ketchup dans les cafétérias pour étudiants et ils sont uniquement autorisés à le consommer avec, tu l'as deviné, des frites. Le corps du requin du Groenland se débarrasse de tous les déchets qu'il produit en les filtrant à travers sa chair et sa peau. Il n'est donc pas étonnant que sa chair soit toxique. C'est une bonne raison de ne pas en manger, mais pas en Islande. Le hakarl, qui est de la viande de requin transformée, est d'abord suspendu pour être séché pendant 3 à 5 mois. Au final, on obtient quelque chose comme du poisson fermenté à l'odeur d'ammoniac, avec une texture de gelée qui rappelle celle du pain mouillé. Certaines choses s'améliorent avec le temps, certes, mais rarement la nourriture. Mais il y a un café à Bangkok où l'on prépare la même soupe au bœuf et aux nouilles depuis 45 ans. Cette soupe qui ressemble à une potion mijote depuis plus de 4 décennies. Le bouillon n'a jamais été jeté et on le garde toujours la nuit pour préparer les portions du lendemain. L'un des secrets de cette saveur unique est l'énorme rebord de graisse autour de la casserole qui s'est formé parce qu'ils ne l'ont jamais lavé. Ok, maintenant j'ai l'excuse parfaite pour faire la même chose. Quoi ? La nourriture a juste meilleur goût de cette façon. Au Cambodge, tu peux essayer un snack croustillant qui a un peu le goût de crabe. Il est frit et un peu assaisonné. L'ingrédient principal est une tarentule. Cela ne ressemble pas vraiment à un déjeuner. Ok, tu ne l'aurais pas deviné si je te ne l'avais pas dit. Cette soupe qui ressemble à un virelang est vraiment succulente. La saveur est forte mais délicate et elle a le goût des crevettes. Ce plat traditionnel, laotien, semble vraiment cool, jusqu'à ce que tu réalises qu'il est fait avec des œufs de fourmis. Pour lui donner un peu d'aigreur, ils ont aussi tendance à ajouter quelques petites fourmis. Au Mexique, on ne jette pas les grains de maïs devenus noirs parce qu'ils sont pourris. On les garde pour faire une spécialité culinaire appelée huitlacoche. Les champignons qui recouvrent le grain donnent une odeur de terre et de bois. Miam miam. Certains plats ont juste besoin d'être décorés, surtout les gâteaux et les tartes. En Angleterre, il existe une tarte appelée Stargazer. Regardez les étoiles. Son nom parle de lui-même. Les sardines accompagnées de pommes de terre et d'œufs sortent de la croûte de la tarte et fixent le ciel. Ce qui donne un peu la chair de poule. Parfois, ce sont les queues qui pointent vers le ciel. Le thé aux champignons est une autre chose bizarre que l'on boit en Europe de l'Est avec les boissons à base de lait acide. Il s'agit en fait d'un thé noir ou vert fermenté. On le prépare en ajoutant toute une culture de bactéries. On ne les consomme pas, elles ne font que fermenter la boisson à du thé sucré. Le sucre agit comme une levure. Ajoute du jus, des épices ou tout ce que tu veux selon ton goût. Régale-toi, ou du moins essaie de le faire. Les yeux de thon sont un mets très populaire en Chine et au Japon. Il faut les faire bouillir avant de les manger et il faut aussi les assaisonner. Si tu réussis, tu auras un mets délicat au goût de calmar. Et il coûte moins d'$1. Je parie que tu louches sur celui-là. Tu invites ton pote à venir boire une tasse de thé. Pour accélérer les choses, tu décides de ne pas respecter le temps d'infusion de 5 minutes et tu presses le sachet de thé contre la cuillère. Ton invité bondit du canapé et te fait tomber la cuillère des mains. Il s'avère que lorsque tu presses un sachet de thé ou des feuilles de thé, tu libères trop de tanins dans ta boisson. Les tanins sont une classe de molécules que l'on trouve dans de nombreux fruits et légumes, comme les grenades, les baies, les noix, les légumineuses, les clous de girofle ou la vanille. Quand tu fais les choses comme il faut et que tu attends, la plupart des tanins restent dans les feuilles de thé du sachet. Mais lorsque tu presses, tu obtiens le même résultat que si tu as fait trop tremper ton thé. Il devient trop amer et peut tacher tes dents. En plus, le fait d'égoutter un sachet de thé contre la tasse est une forme de mauvaise étiquette du thé, tout comme le fait de boire en faisant du bruit. Et ce n'est que maintenant qu'on me le dit, le mieux que tu puisses faire est d'attendre que ton thé infuse, puis de laisser le sachet sur une soucoupe ou de le jeter à la poubelle. Ne pèle pas les bananes de la tige vers le bas. Ah bon ? Fais comme les singes et va du bas vers le haut. Presse le bout du fruit avec ton pouce et ton index. Cela fendra la peau sans écraser la banane et tu ne perdras pas un seul morceau de ce fruit plein de potassium. Ne te brosse pas les dents uniquement avec des mouvements horizontaux. Tiens ta brosse à dents à un angle de 45 degrés par rapport aux gencives et fais des mouvements courts d'avant en arrière. Incline la brosse verticalement et fais des mouvements de haut en bas pour nettoyer les surfaces intérieures des dents de devant. Pour éviter les éclaboussures, place une assiette en carton sur les fouets de ton batteur. Ce sera une excellente protection temporaire.
Quand tu coupes une tranche de pain croustillant, retourne-la et commence par le bas. Il sera plus facile de couper le côté moelleux et tu n'écraseras pas le pain. La bonne façon de tenir une pizza n'est pas à plat, comme tu en as l'habitude, mais en forme de U pour éviter qu'elle ne se renverse. Pince un peu la croûte lorsque tu la prends et toutes les garnitures resteront à l'intérieur. Ne verse pas ton jus de la boîte avec l'ouverture en bas. Retourne-la. Si tu le fais par le haut, tu pourras contrôler le débit et l'arrêter rapidement sans faire de dégâts. Tu n'as pas besoin de contourner ton véhicule à la recherche du réservoir d'essence chaque fois que tu arrives à une station-service. Il y a toujours une flèche sur la jauge d'essence pour t'indiquer de quel côté faire le plein de ta voiture. Si tu n'arrives pas à presser le jus d'un citron, mets celui-ci dans le micro-ondes pendant environ 10 secondes. Sors-le, laisse-le refroidir, coupe-le en deux et là, tu pourras en tirer le maximum, même à main nue. Le citron devient beaucoup plus tendre comme ça. Au lieu de placer la barrette côté ondulé vers le haut, retourne-la. Lorsque tu la places avec le côté ondulé vers le bas, elle a une meilleure prise sur tes cheveux. Pas besoin de sortir le papier d'aluminium de l'emballage pour en prendre un morceau. La plupart des boîtes ont une languette perforée de chaque côté. Perfore-la et prends autant de papier d'aluminium que nécessaire tout en gardant le rouleau à l'intérieur de sa boîte. Ne déverse pas ton plat à emporter chinois hors de son emballage en papier. Déplie-le soigneusement et il se transformera en une petite assiette dans laquelle tu peux manger. Au lieu de récurer les casseroles et les poêles, fais bouillir de l'eau à l'intérieur et ajoute une petite quantité de vinaigre. Retire-la du feu et fais couler le vinaigre dans l'évier, la saleté s'enlèvera facilement. Frotte un demi-citron sur le fond et les côtés de tes casseroles pour les faire briller davantage. Frotte un citron contre ta planche à découper et tu ne pleureras plus en découpant des oignons. Tu peux également essayer de les mettre au congélateur pendant 15 minutes ou de les couper sous l'eau. De cette façon, les composés sulfureux qui te font verser des larmes n'atteindront pas tes yeux. Ne décongèle jamais la viande à température ambiante ou sous l'eau chaude. Dans ces conditions, les bactéries qui s'y trouvaient avant se multiplient. Oui, ils ont appris ça à l'école. Le moyen le plus sûr est de planifier ta cuisine à l'avance et de mettre la viande dans son emballage dans une casserole au réfrigérateur. Si tu ne peux pas attendre aussi longtemps, bouche l'évier et mets tes aliments congelés dans l'eau froide du robinet. La chaleur se transmet plus rapidement dans l'eau que dans l'air. Lorsque tu essayes de corriger une erreur ou de cacher quelque chose après avoir changé d'avis, ne te contente pas de gribouiller des lignes sur ton écriture. Elle sera toujours parfaitement lisible. Écris des lettres au hasard sur ce que tu essayes de cacher. Maintenant, personne ne sera capable de lire ton message. Ne répartis pas uniformément ta nourriture sur l'assiette quand tu la mets au micro-ondes. Le centre met plus de temps à se réchauffer et les bords risquent d'être brûlés. Laisse un espace vide et rond au milieu et tout le repas sera parfaitement chaud en même temps. Au lieu d'essayer de tirer sur la partie du nœud qui passe dans le nœud principal, tape dessus avec une cuillère ou un marteau, puis tords l'extrémité. Lorsque tu la relâches, pousse-la à travers le nœud. Il devrait se défaire facilement. Pour éplucher l'ail rapidement, frappe avec ta paume la tête entière au niveau du sommet du bulbe. Lorsque tu sépares les gousses, mets-les dans un bol et recouvre-les avec un couvercle ou un autre bol. Secoue bien pendant 15 secondes. Les gousses se heurteront aux parois du récipient et les unes aux autres et seront débarrassées de leur peau. Arrête de plonger ta main dans un sachet de popcorn, surtout si tu le partages avec d'autres personnes. Déchire le sac sur le côté et voilà, tu peux le prendre en toute simplicité et élégance. Si tu as des écouteurs intra-auriculaires, standard, ne les porte pas directement vers le bas avec le câble qui pend sur le devant. Passe-les plutôt par-dessus l'oreille et ils ne tomberont pas si facilement. N'essaye pas de nettoyer un mixeur en le frottant. Remplis-le d'eau et ajoute un peu de liquide vaisselle, puis mixe bien. Tenir le volant à 12 heures ou à 10 heures et 2 heures, comme on te l'a probablement appris, ne te donnera pas le meilleur contrôle sur ta voiture. La bonne façon de procéder est de positionner tes mains à 9 heures et 3 heures. Ainsi, les airbags pourront se gonfler complètement en cas d'accident. Arrête d'utiliser des cotons-tiges pour nettoyer tes oreilles. Ils peuvent endommager ton audition. En fait, tu as besoin d'un peu de cérumen à l'intérieur pour imperméabiliser le conduit auditif. Tu peux nettoyer l'extérieur de l'oreille avec des cotons-tiges, mais c'est tout. N'achète pas des avocats qui ne sont pas mûrs pour le mettre au frigo en attendant qu'ils soient prêts. Les avocats fraîchement cueillis ont besoin de la température ambiante pour mûrir en 3 à 6 jours. Au lieu de mettre le chocolat au réfrigérateur, conserve-le dans un endroit frais et sec. La température et l'humidité du réfrigérateur rendent les saveurs du chocolat ternes. De plus, il peut absorber les odeurs du réfrigérateur ou se couvrir d'une couche blanche. Si tu le gardes dans le garde-manger, il restera bon pendant des mois. S'il dure aussi longtemps, il a tendance à vite disparaître chez moi. Si tu as cassé suffisamment d'ongles en ajoutant de nouvelles clés au porte-clés, essaye de le faire d'une autre manière.
Les arracheurs d'agrafes ont des dents suffisamment fines pour se glisser entre les anneaux, utilisant un pour écarter le porte-clés et ajouter autant de clés que nécessaire en toute sécurité. Pour refroidir une boisson en moins de 15 minutes, enroule une serviette en papier humide autour de la bouteille avant de la mettre au congélateur. L'eau de la serviette s'évaporera et refroidira rapidement. Elle aidera la surface de la bouteille à se refroidir plus rapidement que ne le ferait l'air du congélateur seul. Pour décongeler le bœuf haché plus rapidement, aplatis-le, place-le dans un sac en plastique séparé et ferme-le hermétiquement. Tu peux aussi tout mettre dans un seul sac, puis prendre une longue baguette, une règle ou tout autre objet à bord droit pour le diviser en sections. Quand tu es prêt à décongeler, tu peux casser une section et la placer dans de l'eau froide. Il sera prêt à être cuisiné en moins d'une demi-heure. La bonne façon d'utiliser une housse de siège de toilette est de mettre le côté avec le rabat vers l'avant. Ainsi, elle s'adaptera mieux et empêchera les particules et les germes de s'y accumuler. Ne garde pas la literie assortie séparément. Plie ton drap housse, ton drap plat et ta tête d'oreiller en un rectangle. Et range le tout dans une tête d'oreiller assortie. Cela te fera gagner un temps fou pour réunir un ensemble. De plus, cela rendra ton placard plus organisé. Pour éviter que les notes adhésives ne se recourbent à l'endroit où se trouve l'adhésif, ne les déchire pas de haut en bas. Pars d'un côté du bord et tire la note vers l'autre. Lorsque tu fais chauffer des pâtes, du riz ou des légumes, couvre le plat avec une serviette en papier humide. Comme tu fais normalement cuire dans l'eau, ces plats ont besoin d'un peu d'humidité pour avoir bon goût après avoir été réchauffés. Tu peux également mettre un verre d'eau dans le micro-ondes avec la pizza. Cela permettra à la croûte de rester fraîche et croustillante. Très bien, parlons de condiments. Dans les écoles françaises, on surveille de près le ketchup, la mayo et la vinaigrette. Pourquoi ? Parce qu'on essaie d'améliorer les repas des élèves. La règle est simple. Ces sauces impertinentes ne doivent pas être utilisées au hasard. Non. Elles doivent être servies avec le plat approprié. Il s'agit de s'assurer que les enfants reçoivent le meilleur repas possible. Bon appétit. Savais-tu qu'il est interdit de mâcher des chewing-gums à Singapour ? Oui, il est illégal d'apporter des chewing-gums. Mais tu peux acheter une pâte à mâcher médicale si tu en as vraiment besoin. Et laisse-moi te dire que les autorités de Singapour ne plaisantent pas. Tu pourrais te voir infliger une lourde amende ou même passer du temps derrière les barreaux. Tu ne voudrais pas avoir ce genre de problème, n'est-ce pas ? Alors oublie tes malabars si tu prévois un voyage là-bas. Dans l'état de Victoria, en Australie, tu dois faire moins de bruit à certaines heures. Oui, tu as bien entendu. Aucun bruit fort n'est autorisé la nuit lorsque tout le monde essaie de dormir. Et le vendredi saint, il faut faire moins de bruit toute la journée. Soyons donc prévenants et donnons un peu de répit à nos oreilles, d'accord ? À Rome, tu ne peux pas mettre ton poisson rouge dans un bocal rond. Et non, on considère que c'est cruel, ces animaux ont besoin d'oxygène. Et si tu les gardes trop longtemps dans un de ces bocaux, ils risquent de devenir aveugles. Sache aussi qu'il est interdit de donner des poissons rouges en guide de récompense. Ils ont tout un paragraphe à ce sujet dans leur loi. Alors si tu voulais apporter ton poisson rouge lors de ton prochain voyage, assure-toi d'avoir un aquarium de luxe à portée de main. Maintenant, jouons à un petit jeu. Regarde cette photo. Peux-tu deviner où elle a été prise ? Ha ! Bonne chance. On appelle cette chaise une chaise monobloc et elle est assez spéciale. Tu vois, la plupart des objets nous renseignent sur le lieu et l'époque. La forme des prises électriques ou les étiquettes sur les bouteilles de shampoing par exemple. Mais la monobloc, elle est totalement dépourvue de contexte. C'est fou, non ? Et pourtant, cette chaise a fait couler beaucoup d'encre. Certains la considèrent comme une merveille et l'un des objets les plus parfaitement conçus au monde. Les autres, pas vraiment. Ils disent que la nature homogène de la chaise est dérangeante et qu'elle est le véritable fléau de la mondialisation. Et sache qu'à Bâle, en Suisse, elle a été interdite dans les espaces publics entre 2008 et 2017 pour préserver la beauté de la ville. Mais elles sont de retour. Une autre chose qui est interdite en Suisse, c'est de tirer la chasse d'eau après 22 heures. Ah non, attends, c'est une légende urbaine. Quelqu'un a posté ça sur Internet et la rumeur s'est répandue. Mais voilà, prendre des bains à des heures indues n'est pas recommandé. Se faire couler un bain la nuit n'est pas poli car c'est bruyant et inconvenant. Mais écoute bien, personne ne peut t'empêcher de prendre une douche entre 22h et 6h du matin, tant que tu ne monopolises pas la salle de bain pendant plus de 20 minutes. Alors vas-y, fais-toi tout propre. Et n'oublie pas de tirer la chasse.
de préférence avec le couvercle fermé si tu veux éviter les microbes dans ta salle de bain. Oh, tu n'as pas intérêt à tomber en panne d'essence au milieu de l'autoroute en Allemagne. Les autorités ont interdit l'arrêt des véhicules sur l'autobahn. Alors n'oublie pas de faire le plein avant de prendre la route. Et garde-toi bien d'aller te promener sur l'autoroute. Tu pourrais recevoir une amende pour avoir mis les automobilistes en danger, sans parler du fait que tu pourrais te faire écraser. Les voitures roulent vite, surtout en Allemagne où la vitesse n'est pas limitée partout. Alors fais bien attention. En Grèce, porter des talons hauts sur les sites historiques est interdit depuis 2009. Apparemment, ces pointes peuvent causer quelques dégâts aux ruines et à l'architecture. Donc, si tu prévois de visiter l'acropole, laisse tes talons aiguilles à la maison. Mais ce n'est pas tout. Savais-tu que les talons hauts sont également interdits dans les parcs Disney? Eh oui, nous adorons ce genre de chaussures, mais elles peuvent représenter un danger dans les lieux bondés. Alors, si tu comptais passer du temps dans cet endroit magique, enfile plutôt des baskets à la place. Tes pieds et Mickey Mouse te remercieront. Au Canada, tu n'as pas le droit d'utiliser plus de 25 pennies par transaction. Oui, c'est vrai. Cela fait partie d'un plan d'élimination progressive de la pièce de 1 centime qui a commencé en 2013. Donc, si tu voulais te payer quelque chose avec tous ces pennies canadiens, tu devras changer de stratégie. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'auras plus à trimballer toute cette monnaie. Partager des mèmes en Australie est techniquement illégal. Oui, la loi sur le droit d'auteur stipule qu'il est interdit de distribuer quoi que ce soit qui puisse nuire aux droits des propriétaires. Mais soyons réalistes, les Australiens aiment trop leurs mèmes pour laisser une petite chose comme la loi les arrêter. Alors ne t'inquiète pas, ils continuent à partager ces images hilarantes. Tu voyages au Guatemala avec tes enfants? Assure-toi qu'ils n'essaient pas de faire entrer en douce des sifflets dans l'avion. Oui, tu as bien entendu, les sifflets sont interdits dans ce pays. Apparemment, trop de gens les utilisaient pour se faire passer pour des policiers. Alors, pour éviter toute confusion, les autorités guatémaltèques ont sévi et les ont interdits. Mais ne t'inquiète pas, elles n'ont pas interdit les faux uniformes. Si tu as déjà pensé à apporter une brouette au Nigeria, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est interdit. Bien sûr, tu peux tout à fait en acheter une fois sur place, mais ils ne te laisseront pas en faire entrer une étrangère. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent soutenir leur industrie et donner à leurs fabricants locaux de brouettes une chance de prospérer. Qui aurait cru que les brouettes pouvaient me susciter autant d'émoi? Si la Tunisie est ta prochaine destination de vacances, écoute bien. Avant de mettre ton crayon de Sudoku dans ta valise, laisse-moi te dire quelque chose de vraiment fou. Les crayons sont interdits en Tunisie. Oui, tu as bien entendu. Mais détends-toi, ça ne concerne que les importations. Cette interdiction est un mystère, mais mieux vaut prévenir que guérir, pas vrai? Alors, laisse tes jolis crayons chez toi. Qui sait? Peut-être découvriras-tu une nouvelle façon de rester éveillé pendant ton trajet en avion. Et, devine quoi? La Chine a interdit les films et les séries sur les voyages dans le temps depuis 2011. Apparemment, les autorités pensent qu'ils sont trop imprécis et qu'ils pourraient perturber la façon dont les gens voient l'histoire. Donc si tu vas en Chine, tu peux très bien visiter le pays en DeLorean. Mais laisse ton DVD de Retour vers le futur chez toi. Tu trouveras autre chose à regarder dans l'avion. Fais-moi confiance et emporte plutôt une bonne comédie romantique. Et savais-tu que sur la magnifique île de Capri en Italie, les tongs sont interdites? Apparemment, les habitants aiment tellement leur tranquillité qu'ils ont rendu illégal le port de chaussures excessivement bruyantes. Mais ne t'inquiète pas, tu peux toujours porter tes tatanes préférées dans le reste de l'Italie. Assure-toi seulement de les laisser à la maison si tu souhaites visiter Capri. Et si tu décides d'enfreindre les règles, prépare-toi à en subir les conséquences. Des touristes ont en effet été condamnés pour non-respect de la loi. Alors, montrons-nous respectueux et portons des chaussures discrètes. D'accord? Bien sûr, tu connais les Kinder Surprise. Eh bien, aux États-Unis, ils sont interdits. Incroyable, non? Apparemment, le petit jouet qui se trouve à l'intérieur présente un risque majeur d'étouffement. Et sache que des gens se sont même fait attraper en train d'essayer d'en faire passer à la frontière du Canada. Tu parles de contrebande? 300 000 habitants et plus de 80 000 chevaux.
Bienvenue en Islande. La race de chevaux locale y est très spécifique. Ils sont robustes et ont une espérance de vie élevée. Et pour cette raison, sont très populaires dans le monde entier. On peut aussi trouver ces chevaux en Amérique du Nord et en Europe, mais ils peuvent avoir certaines caractéristiques dont les Islandais ne veulent pas forcément pour leurs propres chevaux. C'est pourquoi les Islandais souhaitent éviter de mélanger leurs chevaux avec d'autres races. Ils ont donc adopté une loi il y a plus de 1000 ans qui interdit l'importation de chevaux. Et s'ils te vendent un de leurs chevaux, tu ne pourras pas non plus le leur rendre. Pas de chewing-gum à Singapour. Des vandales avaient la mauvaise habitude de coller leur chewing-gum sur les capteurs des portes ou trouvaient un autre moyen de perturber les transports en commun, si bien que le pays devait dépenser environ 150 000 $ par an pour nettoyer tout ça. Il était plus facile de l'interdire par la loi, donc aucun chewing-gum ne peut être acheté, vendu ou soufflé en bulle. N'en mets pas non plus dans ta valise si tu pars en voyage là-bas. Tu pars en Grèce ? Bien, profite du voyage, mais choisis les bonnes chaussures. Depuis 2009, les talons hauts sont interdits à l'Acropole. Non pas que les Grecs aient quoi que ce soit contre les talons aiguilles, mais ils ont simplement voulu protéger leurs ruines antiques des dommages que ces choses pointues peuvent causer. Et puis, de toute façon, les talons ne sont pas vraiment pratiques pour marcher sur ces vieilles pierres. Dans la ville italienne de Milan, il est illégal de froncer les sourcils en public, ou du moins, c'était le cas il y a quelques siècles. Au cours de périodes historiques difficiles, Milan a dû créer un moyen de se démarquer. C'est pourquoi il existe une loi qui obligeait les gens à sourire et à être généralement de bonne humeur dans les lieux publics. L'Allemagne a des autoroutes où tu peux rouler à plus de 160 km/h. Mais si tu roules vite et que tu tombes en panne d'essence alors que tu es encore sur l'autoroute, tu écoperas d'une belle amende. Tu es à 1 ou 2 km de la station-service et tu veux t'y rendre à pied ? Mieux vaut éviter. Cela te vaudra une autre amende. Les Allemands imposent de faire le plein de la voiture et marcher le long de l'autoroute n'est pas très sûr. Tout comme laisser sa voiture sur le bord de la route. Bon baiser de Nouvelle-Zélande. Si tu veux passer ton dimanche après-midi à voler avec un coq dans une montgolfière, tu devras trouver un autre pays pour le faire. Car ici, c'est illégal, désolé. Restons en Océanie. En 1966, une loi australienne a empêché les gens de faire voler un cerf-volant dans un lieu public si cela dérangeait les autres personnes. Heureusement, 1966, c'était il y a longtemps. Donc personne ne s'en souviendra si tu décides de t'amuser avec un cerf-volant dans un parc. En revanche, tu ne peux toujours pas attacher ta chèvre à ton véhicule dans ce pays. De même, les déguisements de Batman et Robin sont interdits. Tu ne voudrais pas avoir à prouver aux forces de l'ordre que tu n'es pas un vrai justicier, si ? Dans certaines villes, les chauffeurs de taxi doivent avoir une botte de foin dans leur coffre en permanence. Du moins, c'était le cas jusqu'en 1980. Cette loi vient de l'époque où les chevaux étaient encore le principal moyen de locomotion, et on ne peut pas mettre d'essence dans un cheval. Passons maintenant aux États-Unis. Si tu es dans l'État de Washington, ne pense même pas à aller chasser Bigfoot. Une loi a été adoptée en 1969 afin de déclarer Bigfoot comme une espèce en voie de disparition. Mais ils n'ont rien dit à propos du Yéti. Dans le Vermont, il existait auparavant un règlement interdisant les cordes à linge, car certains élus ont voté contre l'inesthétisme du linge et des sous-vêtements qui séchaient à la vue de tous. Mais un nouveau règlement a été instauré. On ne peut pas interdire aux gens d'installer des cordes à linge. Une règle qui en annule une autre, difficile de s'y retrouver. Chut, tu entends ça ? Quelqu'un parle derrière cette porte. Tu te demandes ce qu'ils sont en train de dire ? Arrête-toi tout de suite, du moins si tu es en Oklahoma. La loi stipule que tu ne peux pas te promener secrètement, surprendre accidentellement la conversation de quelqu'un et la répéter ou la publier plus tard. Donc, si tu as quelque chose à partager, va le confier aux habitants de l'Oklahoma, ton secret sera en sécurité là-bas. Si tu te promènes un jour dans le Nevada et que tu décides de t'allonger sur le trottoir pour te reposer, réfléchis-y à 2 fois, car c'est illégal là-bas. Ne t'assieds pas non plus, c'est interdit aussi. Si tu vas à Baltimore, dans le Maryland, souviens-toi de ne pas amener ton lion au cinéma, même si ton gros félin a très envie de voir le film. Les règles sont les règles. Et pendant que tu y es, souviens-toi de quelques autres règles à ne pas enfreindre. Ne pas dire de gros mots dans les lieux publics, ne pas manger en nageant dans l'océan, ne pas porter de chemise sans manches dans les parcs publics. Il est interdit de jeter des briques sur une autoroute dans l'Iowa, à moins d'obtenir une permission écrite du conseil municipal. Quand on y pense, c'est assez justifié.
Si tu n'as pas envie de voir ces grands panneaux publicitaires lumineux dans toute la ville, va à Hawaï. Ils les ont interdits en 1920. Ce n'est certainement pas la seule raison de visiter l'archipel, mais c'est bon à savoir. D'autres États comme le Vermont et le Maine ont suivi cet exemple, et ils en sont fiers. Une ville de Géorgie prend très au sérieux le fait de manger du poulet frit. Pas de fourchette, tu dois le manger avec tes mains. En 2009, une femme qui fêtait son 91e anniversaire dans un restaurant était en train de manger du poulet avec une fourchette, lorsque la police est arrivée et lui a dit qu'elle était en état d'arrestation. La dame a ensuite été graciée, mais attention quand tu manges du poulet en Géorgie. En parlant de ça, sais-tu pourquoi le poulet a traversé la route ? Ce qui est sûr, c'est que cette blague n'a certainement pas été inventée là-bas, puisqu'il y est illégal pour un poulet de faire cela. Tu penses que les serpentins sont amusants ? Une ville d'Alabama n'est pas d'accord, car elle a fermement interdit la détention, l'utilisation, le stockage, la vente, la fabrication ou le don de toutes sortes d'aérosols à fil serpentin ou d'articles similaires. Aussi, quand tu es là-bas, ne conduis pas les yeux bandés. Une loi l'a officiellement interdit, car ils prennent très au sérieux l'avertissement de « garder les yeux rivés sur la route ». Ça suffit, monsieur Lan, il est interdit de dormir dans une baignoire. C'est ce que doivent dire les gens en Arizona pour ne pas enfreindre une loi. Dans les années 1920, les habitants de la région ont pu voir l'âne d'un éleveur dans une baignoire, charrié par une crue. L'inondation a été provoquée par la rupture d'un barrage et la baignoire a été abandonnée dans le jardin de l'éleveur. L'âne a simplement décidé de faire une sieste dedans par une longue et chaude après-midi d'été, après le déjeuner. C'était plus fort que lui. Après avoir réussi à sauver l'animal de la baignoire flottante, la ville a décidé d'interdire aux ânes de dormir dans les baignoires, juste au cas où. Dans le Connecticut, un cornichon doit rebondir pour être considéré comme tel. Dans les années 1940, 2 hommes ont même été arrêtés pour avoir vendu des cornichons qui n'étaient pas légitimes, parce qu'ils ne rebondissaient pas. Vendu des cornichons qui n'étaient pas... Ouais, comment un cornichon rebondit-il exactement ? Toujours dans le Connecticut, il est illégal de traverser une jour dans le Connecticut. Une des règles les plus difficiles à ne pas enfreindre, sans aucun doute. Ton meilleur ami fête son anniversaire, que pourrais-tu lui offrir ? Un bon pour une journée au spa ? Des billets pour Disneyland ? Un dîner dans un restaurant chic ? Un rat ? Malheureusement, offrir un rat est interdit si tu es dans le Montana. Heureusement, si tu vas en Floride, un rat est un cadeau tout à fait acceptable. En tout cas, bien meilleur que certains animaux plus gros, car là-bas, tu dois payer des frais de stationnement pour eux. Notamment les chameaux, les éléphants, les chevaux, etc. La loi est dure, mais c'est la loi. Vous faites erreur sur la personne ? Je suis juste un commercial qui revient de sa tournée annuelle en Europe. L'agent des douanes sort un énorme morceau de fromage français de ton bagage à main. Il s'avère que tu ne peux emporter que de très petites quantités de fromage à pâte molle à bord, car c'est considéré comme un liquide. Fait amusant, tu peux emporter une râpe à fromage à bord sans problème. Mais tu ne peux pas en râper plus de 100 ml, c'est-à-dire la quantité maximale autorisée. Non, en fait, tu ne peux pas le râper, le fromage doit être emballé en toute sécurité dans un sachet en plastique. Mais bonne nouvelle, le fromage à pâte dure peut être emporté en voyage. Ok, ils t'ont confisqué ton fromage, une grande bouteille d'eau, quelques tubes de crème et autres souvenirs fantaisistes. Regarde ce beau couteau suisse que tu as trouvé à Genève. Il risque maintenant de finir dans une vente aux enchères. Si tu as de la chance, l'aéroport peut proposer un service d'expédition pour faire parvenir tes précieux souvenirs et même le fromage, s'il ne se détériore pas, à ton domicile moyennant des frais. Cependant, tous les aéroports ne le font pas. Ainsi, certains des articles interdits seront mis aux enchères pour récolter des fonds. Les objets confisqués sont généralement vendus en vrac, donc il sera assez difficile de trouver celui que tu as dû laisser derrière toi. Certains autres objets ayant des buts plus spécifiques sont donnés à différentes organisations. Un spray au poivre, par exemple, ira à une école de formation de la police. En ce qui concerne le fromage, les fruits exotiques interdits, d'autres aliments et l'eau, ils sont généralement simplement jetés. Certains articles, surtout ceux qui sont vraiment dangereux, peuvent être simplement fondus ou détruits. Les boules magiques numéro 8 ne présentent aucun danger, mais elles doivent être placées dans ton bagage en soute. Le problème est le liquide qu'elles contiennent. Il se peut qu'il y en ait moins de 100 ml, mais soyons honnêtes, il est difficile de compter le volume exact.
demande à ta boule si tu peux la prendre à bord. Elle te donnera probablement une réponse du type « ne compte pas là-dessus ». Les semelles en gel sont un peu dérangeantes à bord. Le problème est le même. Il est impossible de mesurer la quantité exacte de liquide. Donc pas de semelles en gel et pas de bougies en gel non plus. Le parfum et le vernis à ongles sont aussi proscrits. Il ne s'agit pas seulement de restrictions concernant les liquides à bord, mais aussi de règles d'étiquette. Certains passagers peuvent être tout simplement allergiques à leur odeur. De plus, ils sont inflammables. Quant au dissolvant pour vernis à ongles, opte pour une version sans acétone, car l'acétone est interdite dans les bagages à main. Quoi qu'il en soit, tu peux prendre une bouteille de parfum à condition qu'elle ne soit pas trop grande et que tu ne l'utilises pas à bord. Il serait dommage de devoir jeter un flacon entier à la poubelle avant l'embarquement. Tu peux quand même te faufiler dans l'avion avec plus de 100 ml de ta crème préférée en prétendant qu'il s'agit d'un médicament dont tu as vraiment besoin. Mais tu dois en informer l'aéroport au préalable. C'est un peu tordu, mais ça fonctionne. Parfois. Au cas où tu aurais besoin de vérifier ta température corporelle à bord, assure-toi que ton thermomètre est électronique. Ceux au mercure sont strictement interdits. Qui va ramasser toutes les billes de mercure si tu le laisses tomber accidentellement? Les quilles de bowling sont interdites dans les bagages à main. On dirait que l'équipage de l'avion ne veut pas que quelqu'un s'amuse à jouer au bowling dans l'allée pendant un vol long et ennuyeux. En réalité, c'est une question de sécurité. On estime simplement que les quilles de bowling peuvent blesser quelqu'un. Aucun équipement sportif n'est autorisé, que ce soit un fleuret d'escrime, une batte ou même des fléchettes. Les fléchettes sont tranchantes et aucun objet tranchant n'est autorisé à bord. Ces objets doivent voyager dans les bagages enregistrés, sauf si tu veux qu'ils finissent dans une vente aux enchères. Si tu aimes les choses faites à la main et qu'un vol transatlantique te laisse suffisamment de temps pour tricoter une écharpe ou une paire de chaussettes, opte pour des aiguilles à tricoter en plastique ou en bois et emballe-les soigneusement pour ne pas les endommager. Celles en métal seront probablement détruites en les faisant fondre, et elles ne méritent pas un tel sort. Les boules à neige, comme tout autre objet contenant du liquide à l'intérieur, ne sont pas autorisées à passer la sécurité. Si ta boule à neige est aussi petite qu'une balle de tennis, tu auras peut-être la chance qu'elle soit permise, mais il vaut mieux jouer la sécurité et l'enregistrer. L'eau de javel liquide est définitivement un article suspect dans un bagage à main, même si tu voyages en chemise blanche. Premièrement, elle n'est pas autorisée à bord car elle est hautement inflammable. Deuxièmement, une chemise blanche toute neuve ne semble pas être le bon choix pour un vol. Le café et les turbulences ne font pas bon ménage. Troisièmement, les toilettes d'un avion sont bien trop petites pour faire la lessive. Si tu es un coiffeur en voyage d'affaires, tu devras probablement investir un peu plus lors de la réservation de ton prochain vol. Aucun décolorant pour cheveux n'est autorisé à bord. Les ciseaux ne sont pas non plus les bienvenus, sauf si leurs lames font moins de 10 cm. Au fait, les ciseaux confisqués sont souvent donnés à des écoles, ce qui est une bonne alternative à leur destruction. Mauvaise nouvelle encore pour les coiffeurs, en raison de la présence d'une cartouche de gaz remplie de butane, les fers à friser sans fil ne sont pas autorisés à bord. Bonne nouvelle, les fers à friser électriques sont tout à fait sûrs. Si tu es un artiste, tu as déjà dû avoir affaire aux règles de sécurité. Tu ne souhaites pas que ta peinture soit gelée ou abîmée dans la soute à bagages, alors tu voudras sûrement l'emporter à bord. La sécurité peut accepter tes peintures à l'huile tant qu'elles ne dépassent pas 100 ml. Mais il n'y a aucune chance que tu puisses emporter ta térébenthine hautement inflammable. Si tu n'aimes pas la nourriture d'avion et que tu as omis de commander un repas à bord, tu peux prendre n'importe quelle poêle ou casserole à bord et cuisiner toi-même. Non, tu ne peux pas cuisiner et tu ne peux pas non plus prendre une poêle en fonte. Elles sont trop lourdes, c'est pourquoi elles sont susceptibles d'être dangereuses. Si un agent des douanes la confisque, elle ne sera pas donnée à un restaurant local. Elle sera probablement fondue. Si tu veux faire un smoothie bien frais pendant ton vol avec les fruits autorisés à bord, comme une pomme ou une banane, mauvaise nouvelle pour toi. Les blenders ne sont autorisés que si tu enlèves les lames, donc techniquement, ce n'est plus un blender. Et c'est là que ta râpe à fromage entre en jeu. Les Christmas crackers anglais peuvent créer une merveilleuse atmosphère de joie et de bonheur pendant les fêtes de fin d'année, mais ils n'apportent rien d'autre que le désordre à bord. Ils font un bruit de craquement lorsqu'on les tire, ce qui peut effrayer les autres passagers. Ils ne sont pas autorisés dans les bagages enregistrés, pas plus que les canons à confetti et les cierges magiques. Les talons hauts et les semelles épaisses ne sont pas interdits, mais ils causent quelques problèmes. Si tu en portes, on te demandera peut-être de les enlever pour les faire scanner. Bien sûr, tu pourras mettre des couvre-chaussures en plastique, mais les sols de ces aéroports grouillent de microbes. Les robes de mariée sont aussi un problème. Certaines robes ne rentrent tout simplement pas dans l'appareil à rayon X, alors il faudra peut-être les vérifier 2 fois. Si tu es un fan de camping, attention, tu voudras probablement enregistrer un grand nombre de bagages nécessaires à ton voyage, alors n'oublie pas d'enregistrer aussi les piquets de tente.
Mais si tu voyages léger avec un simple bagage à main, tu devras probablement en acheter une fois arrivé à destination. Comme ce sont des objets pointus, les piquets de tente ne sont pas autorisés à bord. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un ait une perceuse dans son bagage à main de 2,2 kg. Mais quoi qu'il en soit, elles ne sont pas autorisées. Donc si tu es un bricoleur qui veut rapporter une perceuse comme souvenir de vacances, plutôt que de vulgaires aimants, tu devras l'enregistrer. Si tu veux te faufiler dans un avion avec une glacière pleine de glace carbonique, tu es presque sûr d'échouer. C'est une matière inflammable, donc les règlements de sécurité l'interdisent absolument à bord. Tu peux apporter jusqu'à 2,5 kg de glace carbonique, mais l'autorisation de la compagnie aérienne est nécessaire. Tout objet avec une lame non couverte n'est pas autorisé à passer la sécurité. En revanche, un rasoir jetable ou des cartouches de lame peuvent être emportés à bord. Les cutters et les couteaux, à l'exception d'un couteau à beurre lisse, doivent être dans les bagages enregistrés. Les pains de savon sont autorisés à bord, mais ne panique pas si un agent des douanes veut vérifier 2 fois ton sac après l'avoir scanné. Il se peut simplement qu'il ait l'air un peu bizarre sur l'écran et qu'il les induise en erreur. Le savon liquide, au contraire, suit la règle universelle des liquides. Les règles pour les piles peuvent varier. Les piles renversables de 100 ml ne sont autorisées ni dans les bagages à main, ni dans le bagage enregistré. Et les piles au lithium ne peuvent pas non plus être transportées à bord, car si elles sont endommagées, elles peuvent provoquer un incendie. Mettons que tu voyages avec ton animal de compagnie et que son jouet préféré soit un pointeur laser. Il devra s'en passer cette fois-ci. Les pointeurs laser ne sont autorisés ni dans les bagages à main, ni dans les bagages enregistrés. Une canne utilisée comme aide à la mobilité peut être autorisée à bord, mais étonnamment, les douaniers interdisent parfois cet article. Alors joue la sécurité et préviens la compagnie aérienne à l'avance. Sur ce, bon voyage! Un chat noir qui traverse la route, des bananes à bord d'un bateau, un fer à cheval suspendu au-dessus de la porte et d'autres superstitions semblent dénuées de sens. Pourtant, de nombreuses personnes y croient encore. Toutes ces pratiques prennent un sens si l'on découvre leur origine. Examinons les 11 superstitions les plus célèbres. Un match de football, une présentation de projet professionnel ou un examen difficile se profile à l'horizon. Tu as peur d'échouer et, par conséquent, tu touches du bois. En Europe et aux États-Unis, les gens conservent ce rituel depuis plus de 2000 ans pour éviter les ennuis. Taper sur du bois pour éviter les déceptions pourrait trouver son origine chez les paysans qui frappèrent sur les troncs d'arbres pour effrayer les mauvais esprits qui voulaient gâcher la vie des gens. Certaines personnes ont peur de passer sous une échelle inclinée, et si tu leur demandes la raison de leur crainte, elles ne sauront probablement pas te répondre. La superstition selon laquelle passer sous une échelle peut conduire à l'échec est apparue il y a environ 5000 ans dans l'Égypte ancienne. Les pyramides étaient triangulaires, car les Égyptiens considérèrent cette forme comme sacrée. Comme une échelle penchée a également une forme triangulaire, le fait de passer sous celle-ci était perçu comme une profanation d'un symbole sacré. Dans d'autres cultures, une telle échelle signifiait le mal, le malheur et la trahison. Au XVIIe siècle, en Angleterre, les gardiens forcèrent les prisonniers à passer sous les échelles. L'un des mauvais présages les plus connus est un miroir brisé. Se voir dans ces éclats signifie l'échec pour les 7 prochaines années. Même visuellement, le reflet d'un verre brisé semble inquiétant. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont peur d'y jeter un coup d'œil. Historiquement, cette crainte trouve son origine dans la Grèce antique, où de nombreuses personnes venaient consulter des mystiques spéciaux qui savaient prédire l'avenir à l'aide de l'image reflétée dans un miroir. Si le reflet d'une personne présentait une distorsion, des ennuis l'attendaient. Un miroir brisé ou fissuré déformait éventuellement l'image, de sorte que les gens avaient peur d'y jeter un coup d'œil. Au 1er siècle de notre ère, les Romains ont ajouté à la superstition le détail des 7 années de malheur. Les habitants de l'Empire croyaient que la santé humaine changeait tous les 7 ans, et que regarder un reflet déformé signifiait précisément être à cette période. Les Romains croyaient également que les miroirs reflétaient les particules de notre âme. Ainsi, briser un miroir signifiait que l'on faisait du mal à son âme. Du sel renversé ? Si tu ne veux pas avoir d'ennui, tu dois immédiatement jeter une pincée de sel par-dessus ton épaule. Pourquoi le sel peut-il apporter des ennuis et, en même temps, aider à les éviter ? La réponse se trouve en partie dans le nom. Les mots « sel » et « salaire » sont similaires parce que ces deux choses ont de la valeur. Autrefois, le sel était un produit cher. Le renverser sur le sol signifiait jeter de l'argent par les fenêtres. Il y a plus de 3000 ans, les anciens Sumériens étaient les premiers à jeter du sel sur leurs épaules pour conjurer le mauvais sort.
La tradition s'est ensuite transmise aux Égyptiens, aux Assyriens et aux Grecs. En Europe, on croyait qu'en jetant une pincée de sel sur son épaule gauche, on aveuglait un mauvais esprit qui voulait causer des ennuis. Aujourd'hui, le sel n'a plus beaucoup de valeur, et seules quelques personnes croient en cette superstition. Autrefois, les marins se trouvaient dans une situation dangereuse lorsqu'ils partèrent en mer. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient commencé à croire à toutes sortes de superstitions. L'une des plus populaires concernait les bananes. Garder le fruit jaune à bord était censé causer de graves problèmes en mer. Cette superstition est apparue au XVIIIe siècle, lorsque des navires marchands quittant les Caraïbes et l'Espagne ont commencé à disparaître. Les personnes qui découvrirent les épaves disaient que des bananes flottaient parmi les planches de bois. C'est ainsi que ces fruits sont devenus des messagers de catastrophes. Tempêtes, pirates, monstres marins, tout pouvait arriver à un navire s'il y avait des bananes à bord. Certains pêcheurs sont persuadés que les bananes peuvent nuire à la pêche. Cette superstition a un fondement scientifique. Les bananes émettent un gaz spécial qui peut être désagréable pour les poissons. Il est possible que les animaux marins sentent les bananes de loin et refusent de nager près d'elles. De nos jours, de nombreux marins croient également à l'énergie négative qui émane des bananes. Ne t'étonne donc pas si tu n'es pas autorisé à monter sur le bateau avec ce fruit à la main. As-tu déjà remarqué un fer à cheval accroché à la porte d'entrée de certaines maisons ? Bien sûr, beaucoup de gens l'accrochent comme une décoration sans attacher d'importance à sa signification. Pourtant, depuis l'Antiquité, il est considéré comme un talisman efficace pour éloigner les mauvais esprits. Le fer à cheval était également un symbole de chance dans de nombreuses cultures. Toutes ces croyances sont apparues pour la première fois dans la Grèce antique, où le fer était considéré comme un matériau qui protégeait du mal. Les Grecs fabriquaient également des fers à cheval en forme de croissant de lune, car cette forme symbolisait la fertilité et la chance. Cette croyance a ensuite été transmise aux Romains, puis à l'Europe. Au Moyen-Âge, les gens craignaient les sorcières, les sorciers et toute autre créature mythique. C'est pourquoi ils accrochèrent des fers à cheval dans toutes les maisons. Ils étaient persuadés que les sorcières avaient peur des chevaux et évitèrent donc tout objet lié à ces animaux. Si tu veux éviter les problèmes, n'ouvre pas ton parapluie à l'intérieur. C'est l'une des rares superstitions qui ont une signification pratique. C'est dans l'Angleterre victorienne que l'on a commencé à en parler pour la première fois. À cette époque, les parapluies étaient plus résistants et plus dangereux qu'aujourd'hui. Les baleines métalliques pouvaient blesser quelqu'un ou casser quelque chose. Tous ces problèmes pouvaient également provoquer des querelles avec les personnes avec qui on vivait. C'est pourquoi personne n'ouvrait les parapluies à l'intérieur. Un chat noir qui traverse la route est l'une des superstitions les plus célèbres. Certains pensent qu'il s'agit d'un présage de chance. D'autres pensent qu'il s'agit d'une promesse de malheur. Les deux versions ont deux sources différentes. Dans l'Égypte ancienne, les chats étaient des animaux sacrés et les gens les vénéraient. Par conséquent, un Égyptien trouvait chanceux de croiser un chat noir sur son chemin. Au Moyen-Âge, ces animaux effrayaient les gens qui croyaient que le chat noir était le compagnon des sorcières et un talisman des forces obscures. Si un chat noir traversait la route, cela signifiait que le mal te guettait. Lorsque les pèlerins se sont installés dans le Nouveau Monde, cette superstition a commencé à se répandre dans toute l'Amérique et de nombreuses personnes y croient encore. Un autre animal mentionné dans de nombreuses superstitions est la pie. Cet oiseau est connu pour voler des bijoux et des pièces de monnaie. C'est pourquoi les gens le considèrent comme un signe avant-coureur d'échecs. Lorsqu'ils voient la pie, les gens disent « Bonjour la pie, comment va votre partenaire aujourd'hui ?» Nombreux sont ceux qui croient que ces mots éloignent d'eux les échecs. Une pie choisit un partenaire pour la vie. Si tu vois une pie sans compagnon, c'est qu'elle se sent très seule. Le fait de mentionner son partenaire peut attrister l'oiseau, qui ne te jouera pas de mauvais tours. La peur associée au chiffre 13 est si répandue dans le monde entier qu'elle a même reçu son propre nom, la triskaïdécaphobie. Dans le monde moderne, les gens ont peur de ce chiffre à cause de la culture pop. Dans les films, les livres et les émissions de télévision, ce chiffre est associé au mal, aux problèmes et aux dangers. Pourtant, aucune statistique ne prouve que le 13 est un chiffre malchanceux. Il n'y a pas eu d'accident lié au nombre 13. Les personnes nées le 13e jour se sentent bien et n'ont pas de problème de santé. Mais alors, d'où nous vient cette peur ? Les origines de la triskaïdécaphobie nous renvoient à la mythologie scandinave. Une légende parle du Valhalla où 12 personnes ont été invitées à un grand festin à Asgard. Odin, Thor et d'autres personnages célèbres. Mais Loki a fait irruption dans la salle sans y être invité et est devenu le 13e convive qui a gâché la fête. Ainsi, 13 est devenu un chiffre qui
qui peut gâcher la vie. Pourquoi le fait de trouver un trèfle à 4 feuilles est-il considéré comme un signe de chance? La probabilité de trouver cette plante est d'1 sur 10 000, et il faut avoir de la chance pour la trouver. Mais au-delà de cela, le trèfle à 4 feuilles a une légende intéressante sur son origine. Selon cette légende, Ève aurait pris un trèfle à 4 feuilles pour se souvenir du jardin d'Éden lorsqu'elle a été expulsée du paradis. Cette plante est donc devenue un symbole de prospérité, de chance et de bonheur. Il pleut à verse dehors quand on monte dans un avion. Si tu étais en voiture, il te suffirait de faire fonctionner les essuie-glaces et d'allumer les phares après avoir tourné la clé dans le contact. Les pilotes font-ils tout cela? Les avions suscitent tant de questions et il est temps d'y répondre. Les avions ont-ils des essuie-glaces? Oui, les avions commerciaux en ont, mais ils ne sont utilisés que pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage. Lorsqu'un avion atteint son altitude de croisière, les pilotes arrêtent les essuie-glaces. La vitesse de l'avion est suffisamment rapide pour nettoyer les pare-brises de la pluie. Les essuie-glaces peuvent être absents sur les avions monomoteurs parce que le courant d'air des hélices souffle assez fort pour écarter l'eau. Que se passe-t-il lorsqu'un avion perd un moteur en vol? Eh bien on dit « Quelqu'un a vu mon moteur? Il était là il y a tout juste une seconde ». Non, rien de spécial. L'avion continue à voler. Il existe des certificats pour les avions volant au-dessus des océans ou sur de longues distances qui indiquent combien de temps ils peuvent le faire. Par exemple, le Boeing 787 peut voler pendant plus de 5 heures sans le second moteur. Cela suffit au pilote pour planifier un atterrissage en toute sécurité. Pourquoi fait-il si froid dans un avion? La température à bord est en moyenne de 23 degrés Celsius, soit à peu près la même que dans la plupart des immeubles de bureaux. Mais si tu as froid, c'est parce que ton corps ne bouge pas beaucoup, produisant moins de chaleur pour te réchauffer. L'équipage ne monte pas le chauffage, car l'air chaud peut provoquer l'évanouissement de certains passagers pendant le vol. Les avions ont-ils des klaxons? Oui, et certains d'entre eux ont même toute une panoplie de trompettes. En fait, oui, mais les pilotes ne l'utilisent pas pour effrayer les oiseaux ou attirer l'attention des autres avions dans le ciel. Hé, pousse-toi mon pote! On ne peut entendre ce son aigu qu'au sol quand l'avion ne bouge pas. Comme lorsqu'un ingénieur vérifie quelque chose dans le cockpit et veut attirer l'attention d'un membre de l'équipe au sol. Pourquoi les avions laissent-ils des traces blanches dans le ciel? Cela se produit lorsque le moteur brûle du carburant. Il éjecte de l'eau et du dioxyde de carbone qui se mélangent à l'atmosphère. Et comme l'air est froid à haute altitude et que cet échappement est chaud, l'eau se condense et peut geler, créant ainsi ces traînées blanches. Les avions ont-ils des freins? Oui, il existe des freins multidisques fabriqués dans un matériau à base d'acier au carbone, similaire à celui de ta voiture. Mais les utiliser ne suffit pas pour arrêter l'avion lorsqu'il touche le sol. Le système de freinage comprend également différentes surfaces qui glissent hors des ailes et entravent la circulation de l'air. Une porte d'avion peut-elle s'ouvrir en plein vol? La pression de la cabine est la force qui empêche cela. Si quelqu'un essayait de le faire, il devrait surmonter plus de 11 000 kg de pression, le poids d'une ancre de bateau. De plus, il y a des boulons de verrouillage situés profondément dans la structure de l'avion qui maintiennent la porte en place. Que se passe-t-il lorsque la foudre frappe un avion? Selon les statistiques, cela arrive à chaque avion commercial environ une fois par an. Mais les pièces métalliques de l'avion et les systèmes de protection contre la foudre empêchent l'accumulation d'électricité. Ainsi, dans la plupart des cas, un avion ne présente qu'une trace de brûlure à sa surface. Pourquoi les sièges et les fenêtres ne s'alignent-ils pas toujours? Bonne question. Tous les avions commerciaux sont conçus avec des sièges et des fenêtres parfaitement alignés. Mais lorsqu'une compagnie aérienne achète un appareil, elle choisit souvent d'ajouter des sièges supplémentaires. Plus de sièges signifie plus de passagers et plus de billets vendus. Et moins de vues et moins d'espace pour les jambes pour nous. Tu vois le délire? Pourquoi les agents de bord touchent-ils le compartiment supérieur? On pourrait croire qu'ils vérifient s'il est bien fermé. Mais non, ils utilisent une rampe cachée au fond du compartiment supérieur pour marcher plus facilement dans le couloir. À quoi servent ces marques blanches en spirale sur les moteurs? Comme le personnel au sol porte des protections auditives, il ne peut pas se fier à ses oreilles pour décider si l'approche de l'avion est sûre. Le fait de voir le tourbillonnement des moteurs d'avion les incite à se tenir à l'écart de la zone. Pourquoi y a-t-il des trous dans les hublots des avions? Ces fenêtres ont en fait 3 vitres de plexiglas. Le petit trou se trouve au milieu. Il permet de réguler l'énorme différence de pression à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine, afin que la vitre extérieure puisse supporter la charge. Si la vitre extérieure venait à se briser, la vitre centrale, même percée, suffirait à maintenir la fenêtre intacte. Ce trou empêche également les fenêtres de s'embuer. Pourquoi y a-t-il des crochets sur les ailes?
En cas d'atterrissage d'urgence sur l'eau, les passagers doivent marcher sur les ailes glissantes pour utiliser certaines sorties de secours. C'est pourquoi les membres d'équipage fixent une extrémité d'une corde au cadre de la porte et l'autre à l'aile par le crochet. Une autre corde est fixée dans le deuxième trou, ce qui permet de guider les passagers en toute sécurité le long de l'aile jusqu'au toboggan gonflable. Pourquoi les ailes ont-elles des lumières de couleurs différentes? C'est pour Noël. Non, la lumière rouge à l'extrémité de l'aile gauche, la verte à droite et la blanche à l'arrière constituent les feux de navigation de l'avion. Ils permettent aux autres pilotes de connaître la position de l'avion et la direction dans laquelle il se déplace, vers eux ou dans l'autre sens. Les avions ont-ils des clés de contact? Les clés de contact étant généralement une mesure de sécurité, la plupart des avions commerciaux n'en ont pas besoin. Ils sont enfermés dans des hangars sous surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour démarrer le moteur, un pilote n'a qu'à appuyer sur des boutons et à tourner des interrupteurs. Mais les petits avions privés, comme le Cessna, ont des clés de contact pour démarrer le moteur et même des verrous sur les portes. Pourquoi y a-t-il des triangles au-dessus des fenêtres? Ces autocollants noirs, ou parfois rouges, permettent à l'équipage de savoir quelle fenêtre est la meilleure pour regarder à l'extérieur lorsqu'il veut vérifier les parties mobiles des ailes. Si tu as le mal des transports, essaie de choisir un siège entre les triangles pour un voyage plus confortable. Comment obtenir de la place supplémentaire dans un avion? Si tu as la chance d'avoir un siège côté couloir, il y a un bouton magique près de la charnière, sous l'accoudoir le plus proche du couloir. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'accoudoir se rabatte vers l'arrière de ton siège. Pourquoi la plupart des avions sont-ils blancs? Cette couleur reflète le soleil mieux que tout autre, ce qui permet de garder un avion au frais. Il est également beaucoup plus facile de repérer les fissures, bosses, fuites et autres défauts sur la surface blanche. Et la peinture rend un avion plus lourd de 545 kg, ce qui lui fait brûler plus de carburant. Les compagnies aériennes économisent de l'argent en ne les peignant pas. Pourquoi les avions n'ont-ils pas de parachute pour les passagers? Comme la peinture, les parachutes ajouteraient aussi un poids supplémentaire, environ 3600 kg. De plus, les parachutistes doivent suivre une formation d'au moins 4 heures pour apprendre à manipuler un parachute. Enfin, sauter d'un avion à 11 000 mètres d'altitude n'est tout simplement pas sûr, car les températures à cette altitude sont plus froides que dans l'Arctique, moins 65 degrés Fahrenheit. Pourquoi les avions ne peuvent-ils pas voler quand il fait chaud? Les molécules de l'air chaud sont beaucoup plus étalées. Pour soulever un avion, il faut de l'air dense. C'est pourquoi il devient plus difficile pour un avion de décoller lorsque la température monte. De plus, un temps caniculaire peut faire surchauffer les machines internes ou même fondre certaines de leurs pièces. Ainsi, s'il fait 40 degrés Celsius à l'extérieur, ton vol risque d'être retardé. Pourquoi les avions ont-ils des hublots ronds? Les tout premiers avions commerciaux avaient des fenêtres carrées. Mais au bout d'un certain temps, ils ont commencé à voler à une altitude plus élevée qui exigeait que la cabine soit pressurisée. La pressurisation et la dépressurisation fréquentes ont déformé et même cassé les fenêtres avec des coins. Elles ont été remplacées par des fenêtres rondes car elles résistent beaucoup mieux à la pression. Comment fonctionnent les masques à oxygène? Très bien en fait. Si la cabine est dépressurisée à l'altitude de croisière, elle perd de l'oxygène. Les masques fournissent cela, mais seulement pendant 15 minutes. Mais c'est bon, c'est assez long pour que le pilote descende à moins de 3000 mètres, là où l'air a plus d'oxygène et où les gens peuvent respirer normalement. Qu'est-ce qui cause les turbulences? Ton voyage secoue un peu pour 3 raisons principales: les tempêtes, les montagnes et les courants d'air. Tout comme un océan, l'air crée des vagues lorsqu'il rencontre une montagne. Et parfois, il n'a nulle part où aller si ce n'est dans les forts courants qui affectent un avion. Les courants de jet sont des bandes de vent rapides qui apparaissent lorsque des masses d'air chaud entrent en collision avec des masses d'air froid. Les nuages d'orage repoussent l'air, créant des vagues imprévisibles. Pourquoi les avions déversent-ils parfois du carburant? En cas d'atterrissage d'urgence, les pilotes doivent rapidement se débarrasser de leur excès de poids, puisqu'ils ne l'ont pas brûlé et doivent arriver sur la piste de destination aussi légers qu'ils devraient l'être. Plus l'avion est léger, plus il touchera le sol en douceur. Donc, pas de pneus éclatés ou d'incendie. Pourquoi les portes sont-elles du côté gauche? Le commandant de bord est généralement assis de ce côté, ce qui facilite l'alignement de l'avion avec la passerelle de l'aérogare. L'avion est ravitaillé en carburant et les bagages sont chargés du côté droit. Si les passagers arrivent sur la gauche, cela ne gêne pas le personnel. Pourquoi réduisent-ils l'intensité des lumières pendant le décollage et l'atterrissage? Il faut jusqu'à 30 minutes à nos yeux pour s'adapter complètement à un environnement sombre. En réduisant la lumière la nuit ou au crépuscule, cela permet de préparer les passagers au cas où ils devraient emprunter une sortie de secours.
Les lumières s'éteignent pendant la journée pour économiser la puissance des moteurs. Pourquoi la plupart des sièges d'avion sont-ils bleus? Cette couleur est psychologiquement associée à la sécurité et à la fiabilité, de sorte que les passagers fatigués par le vol se sentent moins anxieux. En plus, les taches et la saleté sont moins visibles sur les sièges bleus. Maintenant, on sait. L'Himalaya compte certains des plus hauts sommets du monde, dont le mont Everest. Il n'est donc pas surprenant que les avions aient des problèmes pour naviguer dans cette région. Mais pourquoi les avions commerciaux y sont-ils carrément interdits de vol? Pour commencer, ces montagnes ont une hauteur moyenne de plus de 6100 mètres. Le mont Everest, la plus haute montagne du monde, s'élève à 8850 mètres au-dessus du niveau de la mer. La zone est accidentée, remplie de neige et ne comporte presque aucune surface plane. En cas de dépressurisation soudaine de la cabine, il serait vraiment difficile d'effectuer un atterrissage d'urgence, car il n'y a littéralement aucune zone plate. De plus, l'environnement pauvre en oxygène à une telle altitude signifie qu'il y aura très probablement beaucoup de turbulences. Non seulement c'est très désagréable pour les passagers, mais les mouvements d'air aléatoires et la vitesse élevée du vent font qu'il devient très difficile de manœuvrer l'avion. Cette zone est aussi assez peu peuplée. Il n'y a donc pas grand-chose ici en termes de système radar. Or, les radars sont essentiels à la sécurité aérienne. Sans radar, les pilotes seraient incapables de communiquer avec le sol pour connaître les conditions de vol. Il peut également faire si froid là-haut que le carburant des avions peut totalement geler. Certes, les carburants utilisés dans les avions gèlent généralement à environ moins 45 degrés Celsius. Mais cela pourrait se produire au-dessus de l'Everest. La température la plus basse y a été enregistrée en décembre 2004, lorsque les thermomètres ont affiché une température stupéfiante de moins 42 degrés Celsius. Il n'est donc pas étonnant que les pilotes ne veuillent jamais prendre ce risque, surtout sur un vol commercial. Parmi les quelques aérodromes situés dans l'Himalaya, il y en a un qui est considéré comme celui où il est le plus difficile à atterrir du monde. Seuls 8 pilotes sur la planète sont agréés pour le faire. Il s'agit de l'aéroport international de Paro, situé au Bhoutan, un pays enclavé dans l'Himalaya oriental. Tout d'abord, l'atterrissage est très dangereux car il faut littéralement traverser certains des plus hauts sommets du monde. Sans compter que ces 8 super pilotes doivent également tenir compte des vents violents. Malgré ces difficultés, ils parviennent à faire atterrir en toute sécurité plus de 30 000 personnes chaque année. Par ailleurs, il n'y a pas de radar pour guider les pilotes. Ils doivent donc manœuvrer l'avion entièrement en mode manuel. Les pilotes doivent décider de leur mouvement en fonction du point de repère visuel spécifique à l'approche de la piste. De plus, les vols n'y sont autorisés que de jour et par bonne visibilité. Ces grands professionnels de l'aviation doivent par ailleurs faire attention aux poteaux électriques et aux toits des bâtiments qui surplombent les collines. Cela signifie qu'ils doivent souvent faire se faufiler leurs avions entre les pics montagneux à des angles de 45 degrés avant de se poser rapidement sur la piste. Pas étonnant que seules 2 compagnies aériennes desservent l'aéroport international de Paro. Outre ces pilotes commerciaux, il existe aussi des pilotes d'hélicoptères de sauvetage spécifiquement entraînés, qui ont passé la majeure partie de leur carrière à plus de 6000 mètres dans le ciel. La plupart du temps, ils s'associent à des alpinistes tout aussi expérimentés, qui s'entraînent en traversant la cascade de glace de Khumbu. Elle est surnommée le kilomètre carré le plus dangereux de la planète. Constituée de colonnes de glace aussi hautes que des immeubles de 6 étages, cette immense portion de glacier, située sur le versant ouest de l'Everest, est parsemée de crevasses sans fond. Il faut entre 4 et 12 heures pour aller d'un bord à l'autre de la chute de glace, selon l'expérience du grimpeur. On pourrait penser qu'il s'agit d'un endroit plutôt serein, puisque l'on n'est littéralement entouré que de glace et de neige. Mais les professionnels locaux affirment tout le contraire. Un vétéran de l'Everest a déclaré que le bruit était en fait la pire partie du travail. La montagne produit d'affreux grincements et gémit même parfois. Les gens ont souvent l'impression qu'elle leur parle, les avertissant des périls de cet environnement. Le mont Everest n'est pas la seule zone interdite de vol au monde. Étonnamment, les parcs Disney font également partie de ce club exclusif. Tu ne pourras donc jamais regarder par le hublot de ton avion et admirer la beauté des châteaux de contes de fées de Disney depuis le ciel. Ces dernières années, de nombreuses attractions touristiques très fréquentées, dont les parcs Disney, ont en effet renforcé leurs mesures de sécurité afin de s'assurer que leurs visiteurs soient le plus en sécurité possible.
Ainsi, aucun avion n'est autorisé à approcher à moins de 900 mètres de Disneyland en Californie ou de Disney World en Floride. Il s'agissait initialement d'une interdiction temporaire, mais cette règle est devenue définitive en 2003. D'autres endroits ne sont pas survolés par les avions en raison de leur importance historique. C'est le cas du Machu Picchu, situé dans la cordillère des Andes péruviennes. On y trouve un grand nombre d'espèces sauvages et de plantes rares qui poussent exclusivement dans cette région. Il est essentiel de les protéger au mieux. Quel rapport avec le fait que les avions ne survolent pas cette zone ? Tout d'abord, cela réduit le volume de produits chimiques nocifs dans la zone. Ensuite, si un avion devait effectuer un atterrissage d'urgence à cet endroit, il causerait des dommages irréversibles aux constructions et à la faune. Étonnamment, les avions peuvent survoler le Parthénon grec à Athènes, mais à une condition, ne pas le survoler à moins de 1500 mètres. De cette façon, le bâtiment historique est un peu mieux protégé contre les atterrissages d'urgence, car il existe des zones spécialement conçues pour cela tout autour. Tu ne pourras pas non plus voir le Taj Mahal d'en haut. Étant donné qu'il s'agit de l'une des pièces d'architecture les plus importantes, les plus anciennes et les plus majestueuses au monde, il a également besoin de dispositifs de sécurité renforcés. Le bâtiment date des années 1600. L'UNESCO l'a inscrit au patrimoine mondial en 1983. Les autorités indiennes ont instauré une zone d'exclusion aérienne au-dessus du bâtiment en 2006. Elles l'ont fait pour protéger non seulement le bâtiment lui-même, mais aussi les foules de touristes qui viennent ici chaque année, 7 à 8 millions de personnes. Tout le monde sait que Buckingham Palace est la résidence du monarque britannique. Pour la sécurité du roi, et avant lui de la reine, une zone d'exclusion aérienne a donc été mise en place ici aussi. Les avions ne sont pas non plus autorisés à survoler le château de Windsor afin de s'assurer que la famille royale soit tout aussi protégée. Parmi les autres bâtiments britanniques importants qui font l'objet d'une zone d'exclusion aérienne, citons le 10 Downing Street, la résidence officielle et le bureau du Premier ministre britannique, ainsi que les chambres du Parlement. La maison de George Washington à Mount Vernon, en Virginie, ne peut être survolée par des avions qu'à plus de 460 mètres. Ce manoir historique en bois a été construit pour le président George Washington entre 1758 et 1778. Malheureusement, le bâtiment a subi de nombreux dommages au fil des ans. Aussi, afin de mieux le préserver, les autorités ont décidé d'interdire les vibrations produites par les avions en vol. C'est pourquoi on a établi une zone d'exclusion aérienne à cet endroit aussi. Elle couvre tout l'espace aérien au-dessus de ce monument historique national. C'est probablement la raison pour laquelle on ne voit que rarement des photos de cette maison vue du ciel. Comme il s'agit de la ville de résidence du président des États-Unis, il est également interdit de survoler Washington DC. C'est aussi le siège du Congrès et d'autres institutions publiques. Les autorités ont donc établi une zone de règles de vol spéciale s'étendant sur 48 km autour de l'aéroport international Ronald Reagan. Cela signifie que c'est l'un des aéroports où les décollages et les atterrissages sont les plus précis. Les pilotes doivent composer avec les zones interdites de vol, ce qui entraîne parfois des décollages peu confortables pour les passagers. Chaque fois qu'un pilote pénètre dans une zone interdite de vol, cela provoque un gros pataquès, comme ce qui s'est passé en 2005, lorsqu'un pilote a accidentellement dirigé son avion vers une zone interdite. Le Capitole a dû être évacué immédiatement, et ses activités habituelles ont été interrompues. D'autres capitales du monde ont des exigences similaires, comme Budapest par exemple. Dans la capitale de la Hongrie, les avions ne sont pas autorisés à survoler l'ancienne ville de Pest et les collines de Buda. La quasi-totalité du trafic aérien est également interdite au-dessus de Paris, à quelques exceptions près. Les avions ne peuvent la survoler à moins de 2000 mètres. Les survols en hélicoptère sont également interdits au-dessus de Paris intramuros. Seuls certains appareils effectuant des missions précises peuvent obtenir une autorisation spéciale. Quand on pense au parc d'attractions, on imagine généralement des rires qui fusent, des après-midi joyeux, mais une fois qu'ils sont fermés et abandonnés, c'est une toute autre histoire. Partons à la découverte de quelques-uns de ces parcs. Tu décides de faire un voyage à la Nouvelle-Orléans pour visiter le parc Six Flags. Mais en arrivant sur place, tu découvres que le site est désert. Le panneau indiquant « fermé pour cause de tempête » est toujours là. Mais tu te sens d'humeur aventureuse, alors tu franchis les grilles et elles grincent. C'est moi ou cet endroit file la chair de poule ? Quand tu passes devant l'une des piscines, tu crois voir quelqu'un à l'intérieur. Tu te rapproches et... oh non, un alligator.
Tu prends tes jambes à ton cou, mieux vaut laisser cet animal en paix. Tu continues à explorer le site. Le parc est inspiré de l'architecture française de la ville. Mais les bâtiments sont désormais sales, les fenêtres sont toutes brisées et il y a des objets étranges un peu partout. Qu'est-ce qu'un patin à roulettes d'une autre époque fait ici ? Le parc a été fermé lors du tristement célèbre ouragan Katrina et il a été abandonné sous 2 mètres d'eau. Pas étonnant que les manèges soient tous rouillés maintenant. Ce carrousel ne fait pas très envie. Il nous faudra revenir une autre fois. Mais au moins, tu auras réussi à prendre quelques jolies photos, pas vrai ? Essayons de faire en sorte que notre visite suivante soit encore plus fascinante. Et si on partait à la découverte du Daddy Park de nuit ? Quelque part dans la campagne belge, un parc à thème effrayant a été abandonné il y a de nombreuses années. Tu n'as rien d'autre sur toi que la petite lampe de ton téléphone. Tu vois l'entrée d'un pont et tu entreprends de le traverser. Le pont oscille et grince. Si tu l'ignorais, sache que tu viens de t'aventurer sur l'un des ponts suspendus les plus longs d'Europe. Tu es enfin de l'autre côté. Ouf ! Les bois environnants sont terrifiants et plusieurs attractions commencent à apparaître le long du chemin. La végétation a envahi cette balançoire. Cet énorme toboggan se briserait probablement si tu te risquais à monter dessus. Le parc est dans un état lamentable. Pas étonnant qu'il ait été fermé pour des raisons de sécurité. Mieux vaut s'en aller maintenant. On reviendra quand il fera jour. Notre prochain arrêt est le Wonderland Eurasia, également connu sous le nom d'Anka Park en Turquie. Ce parc d'attractions a ouvert en mars 2019, mais a été fermé peu de temps après. Une fois à l'intérieur du gigantesque complexe, tu tombes sur ce qui ressemble à un entrepôt vide. Mais en réalité, il s'agit de montagnes russes couvertes. Tout a été laissé intact et semble comme neuf. Tu peux même t'asseoir rapidement sur l'un des sièges de l'immense manège. Ils sont encore parfaitement alignés. Si tu te sens vraiment aventureux, tu peux marcher sur les rails de la structure. Mais fais attention à ne pas tomber. Tiens, ce ne seraient pas les pierres à feu là-bas ? C'est comme si on retombait soudain en enfance. Cette section du parc était réservée aux plus jeunes. À l'horizon, tu aperçois ce qui doit être Jurassic World et tu décides d'aller voir un peu plus près. Il y a des modèles abandonnés de tyrannosaures gigantesques et de faux squelettes de dinosaures gisent sur le sol. Contrairement aux autres parcs abandonnés, ici tout est neuf, ce qui rend les choses d'autant plus étranges. Nara Dreamland était censé être le Disney World du Japon, mais le projet a fini par échouer. Aujourd'hui, il est envahi par le lierre et abrite d'étranges oiseaux. Pour y entrer, il faut traverser un pont-levis et se diriger vers un château aux couleurs pastel. Il est possible que ton cœur batte un peu plus vite que d'habitude au moment où tu passeras devant les montagnes russes entourées de brouillard. C'était censé être quoi ça, le Mont Cervin ? Eh oui. Tout dans cet endroit indique que tu ferais mieux de t'en aller. Un peu partout, tu verras des bobines de tickets et des animaux en peluche aux airs inquiétants. Et si on rentrait dans un restaurant désert ? C'est bizarre, les tables et les tabourets sont toujours en place. En te promenant dans ce qui était autrefois une boutique de cadeaux, tu verras des étages vides et une caisse enregistreuse à l'ancienne. Je te conseille de partir avant que quelque chose ne surgisse. Si je te dis Joyland, qu'est-ce que tu imagines ? Le nom parle de lui-même, non ? Mais si tu décides de visiter le parc Joyland aujourd'hui, je suis prêt à parier que tu auras vite froid dans le dos. À Wichita, au Kansas, tu trouveras un parc à thème autrefois célèbre, mais désormais complètement déserté lui aussi, et rempli de curiosités étranges. Un toboggan bleu pâle au milieu d'une forêt ? Oui. Des entrepôts vides tout droit sortis d'un film d'horreur ? Tout à fait. Un palais du rire qui n'a plus grand-chose de drôle ? Absolument. Mais si tu le visites par une belle journée ensoleillée, mon avis est que le parc, bien qu'étrange, a conservé un certain charme. Joyland a été construit à la fin des années 1940. Il dégage une aura rétro qui s'accorde parfaitement à cette atmosphère d'abandon. Regarde cette grande roue jaune, toute rouillée, avec une billetterie à l'avant. J'oserais même dire que c'est presque joli. Le parc d'attractions Magic Arbor n'est finalement pas si magique que ça. Juste à l'extérieur de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, tu trouveras cet ancien parc à thème laissé à l'abandon. Ici, les autotamponneuses ne tamponnent plus rien. Si tu entres dans ce labyrinthe de haies, tu ne trouveras probablement jamais le moyen d'en sortir. Et je ne suis pas certain de ce que tu verras courir ou ramper parmi les manèges rouillés. Alors bonne chance si tu y prévois une visite. Si tu cherches un endroit où te rafraîchir par un après-midi chaud et ensoleillé, pourquoi ne pas te rendre à Disney's River Country ? Je plaisante, tu n'auras certainement pas très envie de piquer une tête dans cet endroit. Le parc a été construit dans les années 1970 et a fermé en 2001.
Si tu veux visiter les rapides, fais-le à pied au lieu d'emprunter la fausse rivière. Tu parcourras une centaine de mètres sur un sentier plutôt accidenté. Tu verras peut-être des pneus suspendus qui servaient autrefois de balançoire dans la baie. Et tu pourras même essayer la tyrolienne si tu décides de faire confiance à ce câble rouillé. Si ce parc n'est pas suffisamment glauque pour toi, sache qu'il a été fermé à cause d'une dangereuse bactérie qui se développait dans ces eaux chaudes. Tu es sûr que tu n'as pas envie de te baigner ? Quand on pense à l'Italie, on pense tout de suite aux pâtes et aux pizzas. Et à une certaine tour penchée quelque part. Eh bien, dans le sud de l'Italie se trouve le parc d'attractions Miragica, et lui aussi est vide. L'entrée indique toujours « Bienvenue », mais les gens ont cessé de venir il y a plusieurs années déjà. Le site est recouvert de végétation. L'architecture inspirée des jeux de l'enfance tient toujours debout. Sous les rails abandonnés des montagnes russes, tu pourras presque entendre les cris de joie des anciens visiteurs. Cette partie du parc est habituellement interdite d'entrée, mais il n'y a plus personne pour contrôler cela maintenant. C'est peut-être effrayant, mais au moins l'adrénaline est au rendez-vous. Ce parc à thème n'est vide que pendant une certaine période de l'année. Mais il est quand même assez impressionnant. Tu dois prendre un train depuis le centre-ville de New York et voyager jusqu'au bout de la ligne pour atteindre le parc. Coney Island est un parc saisonnier, ouvert uniquement entre le milieu du printemps et le milieu de l'automne. Mais si ce sont les sensations troublantes qui t'intéressent, tu devras le visiter en hiver. Tu traverseras alors des rangées et des rangées d'étals vides, festonnés de guirlandes lumineuses. Tout semble figé dans le temps quand tous les manèges sont éteints. Et il arrive même parfois que tout soit gelé. Sous plusieurs centimètres de neige, Coney Island est un peu moins inquiétant. Mais il est vrai que la neige a quelque chose d'apaisant. Il n'empêche que le parc est quand même complètement déserté. C'est un super endroit pour une séance de photos. N'oublie pas de me dire dans les commentaires quel parc d'attractions abandonné tu as trouvé le plus effrayant. Tu me connais, je ne suis pas si courageux. Je te laisse t'y aventurer tout seul. Imagine, c'est un matin brumeux au beau milieu de l'hiver. Tom se réveille, un peu nerveux à l'idée du jour qui s'annonce. Il part pour un long voyage vers des eaux inconnues. Son capitaine dit qu'ils vont essayer de quitter l'Angleterre pour parvenir jusqu'aux Amériques. Il est prêt à quitter sa maison, quand sa femme lui rappelle de prendre les biscuits qu'elle a passé la nuit à préparer. Zoomons sur ces biscuits. Ils ont l'air un peu étranges, n'est-ce pas ? Il s'agit des biscuits de mer, qui étaient littéralement les biscuits que les marins mangeaient pendant les longs voyages. Un biscuit de mer pouvait rester des années sans se dégrader. Je sais que cela semble impossible, mais le secret en réside dans les ingrédients et les méthodes de cuisson. Lorsque les marins partaient, ils ne savaient ni pas combien de temps ils resteraient sans remettre les pieds sur la terre ferme. Ils devaient donc être parés sur le plan alimentaire. Sinon, ils risquaient de mourir de faim. Les boulangers ont donc imaginé ce simple biscuit. Il est principalement composé de 3 ingrédients, du sel, de la farine et un peu d'eau. L'idée étant que la pâte reste la plus rigide possible. Ensuite, les boulangers les mettaient au four pendant des heures, à très basse température. Cette cuisson lente avait pour but d'éliminer toute l'humidité contenue dans les biscuits. Même si tu n'es pas un marin expérimenté, tu te doutes que l'humidité est l'ennemi de la conservation des aliments. Elle fait moisir la nourriture et attire les insectes et autres animaux. De plus, un navire est déjà un environnement extrêmement humide. Ces biscuits devaient donc aller à contre-courant de tout cela. Un biscuit de mer peut durer 6, 7 ou 8 ans sans se détériorer. Les petits trous que tu vois sur ces biscuits permettent d'évacuer l'humidité pendant le processus de cuisson. Un marin comme Tom, de corpulence moyenne, recevait une portion de 6 à 8 biscuits de mer par jour. Ces biscuits étaient extrêmement nutritifs et rassasièrent la faim d'une personne adulte. Bon, il s'agissait surtout d'une sorte de nourriture de survie. Elle n'était pas censée être particulièrement agréable, savoureuse ou même t'apporter tous les nutriments dont tu as besoin. Juste l'essentiel. Maintenant, as-tu une idée de ce qu'était la vie au XVIIIe siècle ? Si tu penses à une ville comme New York, il n'y avait qu'environ 18 000 personnes qui y vivaient. À titre de comparaison, la ville compte aujourd'hui plus de 8 millions d'habitants. À l'époque, si quelqu'un devait se rendre de New York à Boston, il n'y aurait eu aucun des relais routiers que l'on trouve le long du chemin. Enfin, il n'y avait même pas de routes telles que nous les connaissons aujourd'hui. Les gens devaient donc faire des provisions de nourriture. Et c'est là que la soupe portative s'est avérée utile.
Si tu imaginais une marmite bouillonnante de viande et de légumes, je suis désolé de t'informer que tu te trompes. La soupe portative est dure et condensée. Elle ressemble à cela. La soupe portative est une sorte de bouillon solidifié, une substance très concentrée et composée essentiellement de viande. Quand on y pense, c'est pratique, léger, ça ne prend pas beaucoup de place. Mais c'est extrêmement difficile à produire. La meilleure viande pour faire une soupe portative est celle qui contient beaucoup de collagène, comme le jarret de bœuf. Et le secret, c'est une cuisson lente. Mais il ne faut pas la quitter des yeux, car si la viande bout, tout est gâché. Pendant la cuisson, la viande libère son goût dans l'eau de la casserole, et au bout de quelques heures, on peut la ressortir sans risque. L'eau restante est riche en nutriments et en graisse. Une fois que tu l'auras fait réduire pendant 18 à 24 heures, tu obtiendras une substance nutritive semblable à de la gélatine. Une fois refroidie, elle se transforme en une sorte de comprimé. Il est assez stupéfiant d'assister à l'ensemble du processus de transformation. Mais ce comprimé sombre rassasie vraiment. Pour le manger, il suffit de trouver de l'eau chaude et d'y plonger le comprimé de viande. Il libère alors tous les nutriments condensés qu'il contient, t'offrant ainsi un repas chaud et copieux. Voici une question piège. Sais-tu pourquoi les hamburgers sont appelés ainsi alors qu'ils ne sont pas faits de jambon? Selon toute vraisemblance, cela a à voir avec la ville où ils ont été inventés pour la première fois. Il s'agit de la ville de Hambourg, en Allemagne. Mais ce n'était pas ce à quoi nous sommes habitués aujourd'hui. Ils n'utilisaient même pas de ketchup. En tout cas, pas le ketchup à la tomate que nous utilisons aujourd'hui. Mais savais-tu que d'autres types de ketchup ont existé au cours de l'histoire? Aussi bizarre que cela puisse paraître, au XVIIIe siècle, les gens mangeaient déjà du ketchup. Pour ta gouverne, si tu cherches le ketchup dans certains dictionnaires, il s'agit par définition d'une sauce à base de champignons. Il n'a rien à voir avec les tomates. Je me demande d'où vient cette idée. Quoi qu'il en soit, tu peux utiliser n'importe quel type de champignons. Même du shiitake si tu te sens d'humeur fantaisiste. L'idée est de les écraser, de les faire cuire et d'ajouter un tas d'épices au mélange. Je veux parler du clou de girofle, de la muscade, du gingembre, du poivre et de tout ce que ton palais désire. Et si tu te demandes avec quoi nos ancêtres le mangeaient, je n'ai qu'un mot à te dire, la viande. Ils versèrent du ketchup aux champignons sur un bon morceau de steak, par exemple. Comme certains font avec la moutarde ou la sauce barbecue. Bien, si cela t'a mis l'eau à la bouche, j'ai une bonne nouvelle. Tu peux toujours trouver du ketchup aux champignons en Grande-Bretagne. C'est juste l'Amérique du Nord qui l'a un peu perdu de vue. Pas mal, hein? Et que mangeait-on à l'époque lorsqu'on ne se sentait pas bien? Aujourd'hui, nous avons un concept d'alimentation que j'affectionne particulièrement. La nourriture réconfortante. C'est-à-dire quelque chose que l'on mange quand on se sent triste et déprimé. Mais alors, les jours où l'on se sent malade, que mange-t-on? Je pense immédiatement à une soupe chaude, ou à quelque chose de nutritif et de léger. Nos ancêtres buvaient ce qu'on appelle le zitogala. Il pourrait être décrit comme un lait de poule à base de bière auquel on aurait ajouté quelques sucreries. Sa recette remonte au XVe siècle. Cette boisson était considérée comme un remède tellement fiable que Shakespeare l'a même utilisé pour empoisonner les gardes dans Macbeth. Voici un autre petit quiz. Pourquoi dit-on que la preuve est dans le pudding? Cette célèbre expression signifie simplement que tu ne connaîtras la véritable valeur d'une chose que lorsque tu l'auras expérimentée par toi-même. L'expression a commencé à être utilisée au XVIIe siècle. Mais il y a une chose importante à noter ici. En Grande-Bretagne, le pudding n'est pas le dessert sucré que l'on connaît en Amérique. Il s'agit plutôt d'un plat salé, un peu comme une tarte. On peut dire sans se tromper que les Britanniques savent transformer à peu près tout en tarte. De la tarte aux pommes à la tarte au potiron, en passant par la tarte au poulet, j'en passe, et des meilleurs. Au XVIIIe siècle, il y avait ce qu'on appelait la beefsteak pie. C'était un plat incroyablement populaire à l'époque, mais quelque part, nous avons perdu l'habitude de le préparer. Bien sûr, on trouve aujourd'hui du pudding au steak et au rognon, mais il contient toutes sortes d'ingrédients tels que des pommes de terre, des carottes et une sauce épaisse. Jusqu'au XIXe siècle, les gens mangeaient la version la plus simple de ce plat. Il s'agissait en fait d'un plat à base de viande savoureuse. On dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Si tu te trouves aux États-Unis, tu mangeras peut-être des toasts à l'avocat ou un riche bol de céréales. Si tu es au Vietnam, tu apprécieras peut-être un bol de bouillon ou de riz. Mais si tu avais pris ton petit déjeuner dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, ou même aux États-Unis, tu aurais eu droit à quelque chose dans ce genre. Il s'agit de la version à l'ancienne de ce que nous connaissons sous le nom d'œuf au bacon.
sauf qu'on l'appelait Collops and Eggs. Selon la recette traditionnelle d'Anna Glass, directement tirée des livres de cuisine les plus célèbres de l'époque, l'œuf n'était ni frit ni à la coque. Il était poché, et le bacon n'était probablement pas aussi transformé que celui que nous consommons aujourd'hui. Un petit toast était ajouté sur le côté, et le tour était joué. Le parfait départ pour une longue journée. Qui n'a pas rêvé un jour de franchir le cercle polaire pour en admirer les merveilles naturelles, des ours polaires gambadant sur la banquise aux aurores boréales ondoyant dans le ciel? Eh bien, désolé de te l'apprendre, mais l'Antarctique, pour sa part, n'est pas prête de recevoir des touristes. Pourquoi, me diras-tu? Plongeons dans le vif du sujet. Tout d'abord, où se trouve l'Antarctique? Il se situe dans l'hémisphère sud, plus précisément au pôle. L'océan austral l'entoure et la majeure partie du continent est recouverte de glace, ce qui en fait l'un des endroits les plus isolés et les plus froids de la planète. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui ait visité l'Antarctique? Probablement pas. C'est l'un des endroits les moins visités du globe, et seule une poignée d'explorateurs chanceux ont pu découvrir l'intérieur du continent, qui est principalement constitué de glaciers et autres champs de glace. Mais crois-moi, la faune et les paysages y sont extraordinaires. Pourquoi ne nous rendrions-nous pas en Antarctique? Tout d'abord, l'environnement y repose sur un équilibre incroyablement fragile et peut être facilement endommagé. De plus, il n'y a pas de population humaine autochtone sur le continent, de sorte que votre voyage reviendrait à visiter une immense île déserte. N'oublions pas non plus que c'est l'une des destinations les plus chères. Malgré tout, l'Antarctique n'est pas exactement gardé comme une forteresse, mais il est régi par un accord international, le traité sur l'Antarctique. Ce dernier a été négocié afin d'empêcher toute activité indésirable sur le continent et interdit certaines formes de tests effectués par les États membres. Mais la principale raison pour laquelle nous ne pouvons pas entrer comme ça dans l'Antarctique est que l'écosystème y est fragile et doit être protégé. Le traité stipule que l'Antarctique ne doit être exploité qu'à des fins pacifiques et qu'il doit être exempt de toute activité humaine susceptible de nuire à l'environnement. Les scientifiques n'ont pas fini d'en apprendre sur l'écosystème unique du continent, et notre activité ou nos machines pourraient perturber l'équilibre délicat qui y règne. Si tu as toujours envie de te rendre en Antarctique, sache qu'il n'est pas facile d'obtenir une autorisation. Les citoyens américains, par exemple, doivent remplir un formulaire spécial et l'envoyer au Bureau des affaires océaniques et polaires. Une fois sur place, il leur faut respecter des règles strictes pour préserver l'environnement, comme ne pas perturber la faune ou emporter de souvenirs tels que des pierres, des plantes ou des animaux. Et techniquement, peut-on vivre en Antarctique? Bien qu'aucune loi n'interdise aux gens d'y résider à titre permanent, il s'agit d'un environnement très inhospitalier et inadapté à l'installation humaine. Les températures peuvent descendre à moins 60 degrés Celsius, voire encore plus bas, ce qui rend presque impossible la survie de quiconque sans l'équipement et l'expérience appropriée. De plus, la Terre la plus proche se trouve à plus de 1600 km, ce qui coupe complètement les habitants du reste du monde. Qui sait, peut-être aurons-nous un jour la chance de visiter ce continent unique et fascinant, mais en attendant, on se contentera de l'admirer de loin. Parlons maintenant un peu de la découverte de l'Antarctique. Contrairement à d'autres endroits déjà peuplés, l'Antarctique n'a jamais eu de population humaine autochtone. Les philosophes grecs de l'Antiquité avaient pourtant une notion de ce continent et l'ont baptisé Antarctos, qui signifie « en face de l'ours ». Les ours dont il est question ne sont pas les ours polaires, mais les constellations de la Grande et de la Petite Ourse, qui ne sont observables que dans l'hémisphère nord. Cette région est donc le contraire du pays de l'ours. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, les navires de chasse à la baleine et aux phoques ont commencé à s'aventurer plus au sud lorsqu'ils doublaient le cap Horn, à l'extrémité de l'Amérique du Sud. On savait que pousser plus loin signifiait souvent des vents plus forts, mais aussi le risque de heurter des icebergs de toute taille. Sius courants imprévisibles pouvaient s'avérer dangereux pour le navire et l'équipage. Le capitaine James Cook aura été le premier à franchir le cercle polaire antarctique le 17 janvier 1773 dans la région de la mer de Ross. Il a atteint un point plus au sud un an plus tard, et bien qu'il n'ait pas vu la Terre, l'a approché de moins de 80 km et a aperçu des dépôts rocheux retenus par des icebergs, indiquant qu'il existait bien une Terre plus au sud. Il est généralement admis que la première observation de l'Antarctique a eu lieu en janvier 1820, lors du voyage de 2 navires commandés par le capitaine Fabian Gottlieb von Bellingshausen et CE, dans le cadre d'une expédition de 2 ans autour du monde à la recherche de nouvelles terres.
Les navires du capitaine auraient été les premiers à avoir franchi le cercle antarctique depuis Cook. Le premier débarquement incontesté en Antarctique n'a eu lieu que bien plus tard, le 24 janvier 1895, au Cap Adar, lors d'une escale d'un baleinier commandé par Henrik Bull et judicieusement nommé Antarctique. Un petit canot avec 6, ou peut-être 7, hommes à bord s'est alors contenté de ramer jusqu'au rivage par temps calme. Tu ne le croiras peut-être pas, mais l'Antarctique est en fait un désert. Avec toute cette glace, on pourrait penser qu'il s'agit d'un paysage de conte de Noël, avec des batailles de boules de neige et du chocolat chaud toute la journée. Lorsqu'on pense à un désert, on imagine plutôt des chameaux, des cactus et des gens qui font des pieds et des mains pour trouver de l'eau. Mais en Antarctique, c'est une toute autre histoire. La difficulté n'est pas de trouver de l'eau, mais de trouver quelque chose qui ne soit pas recouvert de glace. Les précipitations moyennes y ont été d'un peu plus de 10 mm au cours des 30 dernières années. Ça ne représente que quelques gouttes de pluie par rapport aux averses que nous connaissons. Techniquement, ce ne sont donc pas les dunes ou la chaleur torride qui font un désert. C'est l'absence de précipitations. Mais ne t'inquiète pas, si tu te perds en Antarctique, tu n'auras pas à craindre d'avoir soif. Veille simplement à emporter une veste et des moufles, car il fait assez froid pour te transformer en sorbet. Non seulement l'Antarctique est l'un des endroits les plus secs de la planète, mais c'est aussi le plus froid, le plus venteux et l'un des plus élevés. Par ailleurs, les manchots et les chercheurs de l'Antarctique ont parfois bien du mal lorsqu'il s'agit de se repérer dans le temps. En effet, contrairement à ceux qui se passent sur le reste de cette grande planète bleue, il n'y a pas de fuseau horaire en Antarctique. Toutes les lignes de longitude se rejoignent en un seul point au pôle sud, ce qui complique quelque peu la tâche lorsqu'il s'agit de déterminer l'heure qu'il est vraiment. Tu te dis peut-être, mais comment les scientifiques et les chercheurs font-ils pour garder la notion du temps là-bas ? Bonne question. Ils s'en tiennent généralement au fuseau horaire du pays d'où ils sont partis. Cependant, avec des stations du monde entier réparties sur le continent, les choses peuvent vite devenir un peu bizarres. Imagine que tu essayes de te coordonner avec les pays voisins sans les réveiller accidentellement au milieu de la nuit. On pourrait penser que peu de choses peuvent survivre dans un endroit où la température est aussi basse, où le soleil pointe à peine et où le vent peut emporter aussi vite qu'un fétu de paille. Eh bien, comme dans de nombreux endroits sur Terre, la vie a également trouvé le moyen d'exister en Antarctique. Crois-le ou non, ce continent gelé est en pleine effervescence. Il abrite des milliards de krill qui attirent à leur tour de nombreux phoques et plus de manchots qu'il n'est possible d'en compter. Mais ne te fie pas à leur apparence mignonne et câline. Les manchots sont des nageurs hors pair, dont le corps fuselé rendrait jaloux les plus grands médaillés olympiques. Ils se rendent sur le rivage pour se reproduire et se rafraîchir, mais leur véritable talent consiste à se chipper des cailloux entre eux et à former des cercles mathématiquement précis pour conserver leur chaleur. L'Antarctique abrite également la plus grande espèce de manchot sur Terre. Il s'agit du manchot empereur. Certes, ces oiseaux sont bien incapables de voler, mais cela ne signifie pas qu'ils ne savent pas sauter. À vrai dire, certains d'entre eux peuvent effectuer des bonds de 3 mètres hors de l'eau. Et n'oublions pas les phoques, avec leur corps poilu et leur chant mélodieux. Ces mammifères marins sont également protégés par le traité sur l'Antarctique et prospèrent dans les eaux fraîches de l'océan austral. Mais les véritables vedettes du spectacle sont les baleines. Pendant l'été antarctique, ces énormes créatures viennent en masse pour se repaître d'une abondance de krill. C'est un véritable buffet pour les baleines. Selon les Nations Unies, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde en 2023. Peux-tu deviner où se situent les États-Unis d'Amérique dans ce classement ? À la 3e place. Et les États-Unis sont le 4e plus grand pays en termes de taille. Ils occupent environ 6% de la masse continentale de la Terre. Un espace suffisant pour les 335 millions de personnes qui y vivent. Pas vrai ? Inutile qu'ils se concentrent dans une seule région. Enfin, nous allons voir ça. Von dem Tanzenden Roboter. La population des États-Unis est répartie de façon assez inégale. Traçons une ligne en plein milieu du pays. Elle va du Dakota du Nord au Texas. Après avoir entré les données de recensement et fait quelques calculs, des chiffres stupéfiants apparaissent. 80% de la population américaine vit à l'est de cette ligne imaginaire. Les 20% restants vivent à l'ouest. Cela représente un Américain sur 5. Nous parlons ici de grandes régions métropolitaines, telles que Los Angeles, San Diego et San Francisco. Tu ne me crois pas ? Il suffit de regarder une carte satellite nocturne des États-Unis. La partie droite, la côte est brille de mille feux, tu vois ?
Mais pourquoi? Pourquoi y a-t-il un tel déséquilibre entre les populations? Pour faire simple, c'est de l'histoire géo. La côte Est est l'endroit où les États-Unis sont devenus indépendants en 1776. Il s'agit des 13 colonies d'origine. Assez rapidement, les colons ont commencé à se répandre vers l'Ouest. Une étape importante a été l'achat de la Louisiane. Aujourd'hui, cette région correspond à ce que nous appelons le Midwest. Et elle s'aligne parfaitement sur le bassin versant du Mississippi. Cela signifie qu'il y a beaucoup de terres fertiles, idéales pour l'agriculture. Mais cela signifie-t-il automatiquement un pic de population? Les données démographiques des États-Unis révèlent qu'une majorité de SS citoyens vivent soit sur la côte Est, soit sur la côte Ouest. Cela laisse une grande étendue pratiquement vide au milieu du pays. On l'appelle la ceinture sous-peuplée des États-Unis. Cette zone s'étend de la frontière canadienne au nord jusqu'au Mexique au sud. La superficie totale de cette bande de terre est de 900 000 km². C'est 2 fois la taille de la Californie. Un territoire gigantesque. En fait, cette bande représente 12% des États-Unis contigus, soit les États-Unis sans l'Alaska et Hawaï. La ceinture traverse 7 États du nord au sud, mais sa population ne représente qu'1% du total des habitants des États-Unis. Cela ne veut pas dire que la région est complètement vide. Elle abrite un peu plus de 3 millions de personnes. C'est à peu près la population de la Jamaïque, mais il y aurait de la place pour beaucoup plus de résidents. Prenons l'exemple du Nigeria, Afrique de l'Ouest. Sa superficie totale est légèrement plus grande que celle de la zone dont nous parlons. Mais la population du Nigeria est énorme, 206 millions de personnes. Cela en fait le 7e pays le plus peuplé de la planète. Impressionnant, non? Mais pourquoi le Midwest des États-Unis n'est-il pas à la hauteur de son potentiel? Une dernière leçon d'histoire s'impose. J'ai déjà mentionné comment les États-Unis se sont étendus de la côte Est à la côte Ouest. Cela ne veut pas dire que l'Ouest était à la traîne. Prends par exemple les villes de San Francisco et de Los Angeles. Elles ont été constituées en 1850, soit seulement 13 ans après Chicago. L'année suivante, 1851, Portland, dans l'Oregon, a été intégré à son tour. Tu commences à comprendre. Et puis, en 1869, les États-Unis ont achevé la construction de leur premier chemin de fer transcontinental. En termes de transport, le pays était unifié. Il n'existe aucune raison historique pour justifier le fait que si peu de gens vivent dans le centre du pays. Maintenant, faisons un peu de géographie. Si tu regardes la carte physique des États-Unis, tu remarqueras que cette ceinture se trouve dans les grandes plaines. Comme son nom l'indique, la région est plate, ce qui devrait être idéal pour les grandes colonies. Mais en fait, ce n'est pas le cas. À l'est de cette région, il y a une énorme tache de couleur marron. Ce sont des montagnes, et pas n'importe quelle montagne. Il s'agit des Rocheuses. Cette chaîne est vieille d'environ 76 millions d'années. Plusieurs de ces sommets dépassent les 4200 mètres, et la majeure partie de la zone est constituée de parcs nationaux. Mais surtout, les Rocheuses jouent un rôle essentiel dans le climat de la région. As-tu déjà entendu parler de l'ombre pluviométrique? Je vais t'expliquer. Les phénomènes météorologiques humides se forment au-dessus de l'océan Pacifique. Ils se déplacent ensuite vers l'est, où ils rencontrent les Rocheuses. L'air doit alors franchir les montagnes. C'est là qu'il se refroidit et se condense. Le résultat? Beaucoup de pluie et de neige pour les personnes qui vivent à l'ouest de la chaîne. Et seulement quelques gouttes à l'est. Lorsque l'air en provenance du Pacifique atteint enfin les grandes plaines, il ne contient plus beaucoup d'humidité. En fait, l'air commence à absorber l'humidité des terres environnantes. Cela nous donne un climat aride à l'est des Rocheuses. Et c'est exactement là que se trouve cette zone si peu peuplée. C'est l'une des régions les plus sèches du pays. Alors quand les colons sont arrivés au 19e siècle, ils se sont dit « Non, je vais continuer vers l'ouest ». En plus, il y avait la ruée vers l'or en Californie. Le climat de cette partie des plaines n'est pas idéal pour l'agriculture, et les immenses changements de température de l'air n'aident pas non plus. En une seule journée, elles peuvent passer de 20 degrés Celsius à moins 1 degré Celsius. Ces changements soudains sont nocifs pour la santé humaine. C'est comme si tu entrais dans une pièce climatisée par une journée d'été torride. Ce n'est pas une sensation agréable. Le sud de la Californie a un climat sec assez semblable. Pourtant, près de 40 millions de personnes y vivent. Cela fait de la Californie l'État américain le plus peuplé.
Leur secret ? Un vaste réseau de canaux d'irrigation et d'aqueducs, plus une part d'eau provenant du fleuve Colorado. Dans les grandes plaines, les étés sont très chauds, tandis que les hivers sont extrêmement froids. Les vents polaires sont à l'origine de ces conditions météorologiques extrêmes. Ils se déplacent le long de la crête des Rocheuses et descendent ensuite rapidement dans les plaines. Une journée d'hiver dans le Wyoming, par exemple, peut être agréablement douce le matin. Mais plus tard, dans l'après-midi, la température peut rapidement descendre en dessous de zéro. On ne sait jamais comment s'habiller. Qui voudrait venir s'installer ici ? C'est ce que se disent 99% des Américains. Comme nous aimons nous sentir à l'aise, nous choisissons de vivre dans des zones climatiques tempérées. Les endroits qui sont soit trop froids, soit trop chauds, sont généralement peu peuplés. Il suffit de regarder le continent habité le plus sec. Tu as bien deviné. C'est l'Australie. Près de 70% du pays est aride ou semi-aride. C'est une façon subtile de dire que c'est un désert. Du coup, les Australiens sont regroupés dans les zones côtières. 90% d'entre eux vivent dans les grandes villes, Sydney, Melbourne et Perth. La seule exception est la capitale, Canberra. Ils l'ont construite à l'intérieur des terres, près d'une source d'eau. Mais l'intérieur de l'Australie est peu peuplé, tout comme les États-Unis. Il n'y a qu'une seule grande ville sur une superficie équivalente à 12 lacs Michigan, 700 000 km². Un grand coup de chapeau aux habitants d'Alice Springs. Ils vivent dans une véritable oasis. Et qu'en est-il des endroits au climat tempéré comme l'Europe ? La population y est-elle uniformément répartie ? Oui et non, selon les pays. En Allemagne, 77% des gens vivent dans des zones urbaines. Les grandes villes ne manquent pas. Berlin, Hambourg, Munich et Cologne comptent toutes plus d'1 million d'habitants. Mais regardons la France voisine. Combien de villes de plus d'1 million d'habitants peux-tu citer ? Ok, Paris, sans aucun doute. Son aire métropolitaine compte plus de 12 millions d'habitants. Mais voici maintenant un fait stupéfiant. Les deux villes suivantes sur la liste, Lyon et Marseille, ont une population d'à peine 2 millions d'habitants. Tu remarques l'énorme déséquilibre ? C'est le cas dans la plupart des grands pays européens. En Grèce, par exemple, 35% de la population vit dans la capitale, Athènes. Le centre des États-Unis, largement sous-peuplé, n'est donc pas un exemple unique. L'Amérique est le pays de tous les possibles. Mais les chances de bien vivre sont plus grandes dans les grandes villes. Les 100 premières zones métropolitaines du pays représentent au moins les 3/4 du PIB, produit intérieur brut de la nation. Et la plupart d'entre elles sont situées sur les côtes Est et Ouest. Il n'y a aucune ville de plus d'1 million d'habitants dans la ceinture sous-peuplée des États-Unis. Dis-moi, que penses-tu des toilettes publiques ? Tu en as peur ? C'est bien ce que je pensais. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi les portes des cabines de toilettes arrivent rarement jusqu'au sol ? Eh bien, il s'avère qu'il n'y a pas une, mais plusieurs raisons tout à fait valables pour ne pas fermer les cabines de toilettes. Certaines d'entre elles sont évidentes, tandis que d'autres sont inattendues. Prêt à faire le grand saut ? C'est parti ! Si une personne perd connaissance ou présente un autre problème médical urgent dans une cabine entièrement fermée, il peut s'écouler des heures avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Et comme tu le sais, il y a des urgences où chaque minute compte. En revanche, s'il y a un espace entre le sol et la porte d'une cabine de toilette, les autres visiteurs verront immédiatement une personne évanouie. De plus, dans ce cas, il est inutile de défoncer la porte, car le personnel médical peut simplement se glisser sous la porte par l'interstice et la déverrouiller de l'intérieur. L'espace sous la porte de la cabine permet aux utilisateurs de voir qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et empêche les gens de faire irruption s'il y a une autre personne. Tu sais comment ça marche. Tu vois les pieds de quelqu'un à l'intérieur de la cabine, tu cherches une autre toilette inoccupée ou tu attends ton tour. En plus, quand les portes des toilettes publiques n'atteignent pas le sol, cela évite les files d'attente inutiles. Les gens peuvent calculer le temps qu'ils devront passer à attendre une cabine libre et décider s'ils sont prêts à attendre ou s'ils préfèrent chercher d'autres toilettes. Les cabines entièrement fermées sont plus susceptibles de t'asphyxier avec les odeurs nauséabondes des autres, car il est difficile de se débarrasser des odeurs qu'elles renferment. Les cabines ouvertes, au contraire, sont beaucoup mieux ventilées, ce qui est essentiel lorsqu'il s'agit de cabines de toilettes publiques. Grâce à la circulation de l'air, les mauvaises odeurs se dissipent plus rapidement. Mais pas encore assez vite pour moi, cela dit. Une raison un peu plus évidente, et probablement l'une des plus courantes, est que les cabines de toilettes partiellement fermées sont moins chères.
Premièrement, pour fabriquer la porte d'une cabine de ce type, il faut moins de matériaux. Par conséquent, cela coûte moins cher de fabriquer, d'acheter et d'installer cette porte, ce qui est l'une des choses les plus cruciales pour un propriétaire d'entreprise. En plus, de simples divisions de cabines sont beaucoup plus faciles. Elles ne dépendent pas de la hauteur du plafond ou de la régularité du sol. Mais si tu décides de commander des cabines du sol au plafond, cela demandera beaucoup plus d'efforts, comme un aménagement sur mesure et une découpe précise. Pour de nombreuses entreprises, tous ces efforts ne sont pas rentables. Le fait de laisser un espace sous la porte d'une cabine de toilette décourage en outre toutes sortes de comportements inappropriés. Psychologiquement, moins une personne se sent protégée et enfermée, moins elle est susceptible de faire quelque chose de dangereux et de risqué. Car si une cabine de toilette publique s'étend jusqu'au sol, les gens ont l'impression d'être vraiment isolés. Par conséquent, ils n'hésiteront pas à faire, par exemple, des graffitis ou à endommager la cabine de quelque manière que ce soit. De plus, avec un espace sous la porte, les autres visiteurs pourront repérer une personne qui cause des problèmes et mettre fin à cette activité immédiatement. Il est pratiquement impossible de sortir seul d'une cabine de toilette entièrement fermée lorsque la serrure se bloque. Tu serais piégé à l'intérieur et tu devrais appeler à l'aide. En revanche, lorsqu'une toilette comporte un espace sous la porte, en cas d'urgence, tu peux facilement t'échapper en rampant sous celle-ci. Imagine la situation cauchemardesque où après avoir fait tes besoins, tu réalises soudain qu'il n'y a pas de papier toilette dans ta cabine. Oh non! Malheureusement, si à ce moment-là tu te trouves dans une cabine entièrement fermée, personne ne peut t'aider. Mais si tu as eu la chance de vivre ce problème tragique dans une cabine avec un espace sous la porte, tu peux ravaler ta honte et demander à ton voisin de te sauver la mise en te donnant du papier. Au fait, as-tu déjà vécu des moments embarrassants comme celui-ci dans des toilettes publiques? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Les cabines entièrement fermées donnent aux visiteurs un sentiment agréable d'isolement. Ils suppriment le bruit lié à la circulation dans les toilettes et par conséquent, les gens n'ont plus l'impression que d'autres attendent leur tour. Ils sont plus détendus et passent plus de temps à s'occuper de leurs petites affaires. Mais lorsqu'une cabine de toilette n'est pas entièrement fermée, les visiteurs ont tendance à se sentir plus pressés, ce qui accélère le trafic et élimine les files d'attente aux toilettes. Et la dernière raison, probablement la plus apparente, de laisser un espace est que cela facilite le nettoyage des toilettes. Un employé de ménage peut simplement passer sa serpillière sous les portes au lieu de perdre du temps à ouvrir et fermer chacune d'entre elles. Tu peux imaginer le gain de temps que cela représente si les toilettes sont grandes. Il en va de même pour le nettoyage des sols au jet d'eau. Lorsqu'il y a un espace ouvert pour que l'eau puisse circuler, le nettoyage devient plus rapide et plus efficace. Hey, garde ces informations pour le jour où tu seras à une fête et que tu seras entouré de gens odieux qui ne te laisseront pas placer un mot. Tu n'as qu'à te servir de ces faits sur les toilettes publiques et tu verras à quelle vitesse tu pourras vider la pièce. Je t'avais dit que ce truc était utile. Ok, j'ai compris. Je promets que je ne me plaindrai plus jamais des trous sous les portes des toilettes publiques. Mais voici une autre question qui m'intrigue. Pourquoi la plupart des portes d'entrée des toilettes s'ouvrent-elles vers l'intérieur? Je veux dire que lorsque tu entres, tu dois pousser la porte et lorsque tu sors, tu la tires. Mais ne serait-il pas plus logique que ce soit l'inverse? Ainsi, tu n'aurais pas à toucher la poignée de la porte avec tes mains fraîchement lavées en sortant. Il suffirait de la pousser avec ton épaule et tu serais libre. Mais non, même si ce n'est pas vrai pour toutes les toilettes publiques, pour sortir de la plupart d'entre elles, il faut toucher la poignée de la porte. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, cela empêche la porte de bloquer le couloir. Imagine que les toilettes soient très fréquentées. Du coup, si la porte était du genre poussée pour sortir, elle prendrait encore plus de place et obligerait les personnes qui empruntent le couloir à s'entasser devant la porte. De plus, à côté de nombreuses toilettes publiques, il y a des placards, des fontaines à eau et d'autres équipements. Et une porte qui s'ouvre vers l'extérieur causerait beaucoup de désagréments à ceux qui doivent utiliser ces aménagements. De plus, peux-tu imaginer à quel point il serait difficile de circuler dans le couloir en cas d'urgence? Les portes des salles de bain ne doivent pas gêner ou bloquer le mouvement en cas d'évacuation. La sécurité est une autre bonne raison d'installer des portes qu'il faut pousser pour entrer dans les salles de bain publiques. Tout d'abord, ces portes ont à la fois la serrure et les charnières à l'intérieur. Par conséquent, personne ne peut t'enfermer dans les toilettes. Deuxièmement, si une salle de bain était équipée d'une porte poussée pour sortir, en l'ouvrant un peu trop rapidement, tu pourrais blesser quelqu'un qui passe devant la porte à ce moment-là. De plus, les portes qui s'ouvrent vers l'intérieur permettent de gérer les mauvaises odeurs, qui ne sont pas rares dans les toilettes publiques.
En effet, lorsque tu ouvres une porte des toilettes, de l'air frais, extérieur et non malodorant est aspiré à l'intérieur et aide à dissiper les mauvaises odeurs. En revanche, si les portes s'ouvrent vers l'extérieur, c'est le contraire qui se produit. L'air vicié est constamment aspiré hors de la cabine. Tu ne contesteras probablement pas le fait que lorsque tu es dans les WC, tu veux un peu d'intimité. Mais en même temps, une porte qui s'ouvre vers l'extérieur des toilettes donne aux visiteurs et aux passants une bien meilleure vue sans vis-à-vis de ce qui se passe dedans, contrairement à celle qui s'ouvre vers l'intérieur. Une porte poussée pour entrer est également utile si tu vas aux toilettes pour te laver les mains. De cette façon, tu peux utiliser ton épaule pour ouvrir la porte des toilettes et tu n'as pas besoin de toucher la poignée de la porte. Et pour finir, selon mes observations personnelles, les gens sont généralement beaucoup plus pressés lorsqu'ils entrent aux toilettes que lorsqu'ils sortent. On ne sait jamais, peut-être que ces précieuses secondes gagnées par une porte à pousser éviteront à une pauvre personne de passer plusieurs moments extrêmement désagréables. Si tu vois ce que je veux dire. Et je suis sûr que c'est le cas. Allez, oublie donc ce souvenir. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui, je pense, te plairont. Clique à gauche ou à droite et souviens-toi, prends la vie du côté sympa. As-tu déjà remarqué que dans les films américains, les numéros de téléphone commencent généralement par 555 suivis de 4 chiffres? Il y a plusieurs décennies, les numéros de téléphone étaient formés à partir de numéros correspondant aux 2 premières lettres de la zone géographique, connus sous le nom de nom d'échange. Supposons que tu voulais appeler en Pennsylvanie 9 4000. Il fallait d'abord composer le 73 puis le 9 4000. Le 7 correspondait aux lettres P, Q, R, S sur le clavier et le 3 était utilisé pour les lettres D, E, F. Il était difficile de trouver un nom d'échange qui corresponde au numéro 55. Le chiffre 5 représente les lettres JKL et l'un des rares mots que l'on peut faire avec l'une de ces 3 lettres placées l'une à côté de l'autre est Klondike. Cette combinaison de chiffres n'était pas souvent utilisée et Klondike 5 était un ancien numéro de téléphone donné dans les publicités des entreprises jusqu'à ce qu'il arrive au cinéma. Finalement, les indicatifs régionaux sont apparus et les noms d'échange ont cessé d'être utilisés. Mais le 555 est toujours utilisé à Hollywood aujourd'hui. La North American Numbering Plan Administration a été chargée de distribuer les numéros de téléphone. Les numéros de 555 0100 à 555 01 99 sont réservés à Hollywood. Cela a permis de s'assurer que les fans de cinéma ne dérangeaient personne s'ils essayaient d'appeler les numéros qu'ils voyaient à l'écran. Nos téléphones sont passés du stade de briques à celui de gadgets extra fins. Pourtant, les cartes SIM ne semblent pas avoir beaucoup évolué au cours des dernières décennies. La mission d'une carte SIM est de s'assurer que la personne qui utilise un téléphone portable soit un abonné légitime. C'est la seule personne qui est connectée à une tour de téléphonie mobile via ce numéro. Les cartes SIM stockent 2 types de données, l'identité mobile internationale et la clé d'authentification. Elles permettent d'effectuer des communications secrètes entre ton téléphone et ton réseau. Lorsque le réseau reconnaît et vérifie ton téléphone, tout fonctionne bien. De nos jours, ces informations peuvent être programmées dans les appareils et certaines entreprises ont ajouté des eSIM à leur nouveau téléphone. Une carte SIM électronique peut être reprogrammée avec ton numéro, mais elle ne peut pas être retirée de ton téléphone portable. Si tu souhaites changer de téléphone, il te suffit généralement de retirer ta carte SIM et de l'insérer dans ton nouveau téléphone. Mais avec l'eSIM, passer d'une marque de téléphone à une autre peut être plus compliqué. Tu devras te munir d'un autre téléphone lors de tes déplacements à l'étranger pour éviter les frais d'itinérance. Pour que ce système se généralise, les fabricants et les opérateurs téléphoniques devront trouver une nouvelle norme, ce qui pourrait prendre un certain temps. Tu remarqueras peut-être aussi que ton téléphone n'est plus aussi rapide qu'avant. Chaque fois qu'une mise à jour est effectuée, certaines applications deviennent plus volumineuses et leurs fonctionnalités se multiplient. Pour rendre les systèmes d'exploitation plus attrayants, les mises à jour sont accompagnées de refontes et ces fonctionnalités ralentissent les vieux téléphones. Certaines personnes recommandent d'attendre environ 1 semaine après la sortie d'une mise à jour avant de l'installer au lieu de le faire immédiatement. 20% des mises à jour ont une période initiale d'instabilité. Donc il vaut mieux laisser les autres tester les nouveautés à ta place. S'il y a un problème, tu en entendras probablement parler. Tu remarqueras peut-être aussi que les demandes de mise à jour sont très fréquentes. C'est parce qu'avec le vieillissement de ton appareil, le logiciel doit être mis à jour pour que tout fonctionne bien. Mais l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles les téléphones doivent être mis à jour en permanence est liée à la sécurité. Il arrive que tu télécharges sans le vouloir un document qui semble suspect et ton appareil rencontre quelque chose qui fonctionne avec un logiciel obsolète. Pour éviter que cela ne se produise, les entreprises essaient de protéger ton téléphone avec de nouvelles mises à jour.
Mais ce n'est pas seulement pour des raisons de sécurité. Les mises à jour logicielles corrigent les bugs des versions précédentes. Elles apportent également de nouvelles fonctionnalités pour rendre ton appareil compatible avec de nouveaux programmes et équipements. Les fonctions de sécurité telles que la reconnaissance faciale et la reconnaissance tactile sont importantes pour ton téléphone. Lorsque tu essaies de le déverrouiller, que tu regardes ton appareil photo ou utilises ton empreinte digitale, ton téléphone compare les données qu'il reçoit à celles que tu y as enregistrées. Selon Apple, il y a une chance sur 50 000 que quelqu'un déverrouille ton téléphone à l'aide de son empreinte digitale. Et il y a une chance sur 1 million que quelqu'un déverrouille ton téléphone avec son visage. Certains chercheurs continuent de tester ces dispositifs de sécurité pour voir s'ils sont sûrs. Ils ont même reproduit de fausses empreintes digitales pour déverrouiller les téléphones, mais cela leur a coûté beaucoup d'argent. Lorsque la reconnaissance faciale est sortie pour la première fois, d'autres chercheurs ont essayé de compromettre cette technologie lors d'une convention. Cela leur a pris moins de 2 minutes. Ils ont pris le téléphone d'une personne qui dormait, ainsi qu'une paire de lunettes, puis ils ont collé 2 morceaux de ruban adhésif à l'endroit où les yeux auraient dû se trouver. Ils ont tourné l'écran du téléphone pour faire face à la personne et il s'est déverrouillé. Tu as sans doute entendu parler de l'explosion des batteries de téléphone. Voici pourquoi cela se produit. Les ingénieurs utilisent des batteries au lithium-ion dans les téléphones parce qu'elles sont légères et contiennent beaucoup d'énergie. Les batteries ont 2 électrodes sur des côtés opposés. L'une des électrodes est appelée la cathode et elle contient les ions chargés positivement, tandis que l'électrode qui contient les ions chargés négativement s'appelle l'anode. Lorsque ton téléphone est en charge, les ions de lithium se déplacent de la cathode à l'anode. Mais lorsque tu utilises ton téléphone, ils se déplacent dans la direction opposée. Lorsque les ions se déplacent, l'anode et la cathode ne doivent jamais se toucher. Il y a donc une feuille de plastique qui empêche les 2 électrodes d'entrer en contact. Lorsque le séparateur en plastique est défaillant, l'anode et la cathode peuvent se toucher. Et c'est alors que la batterie surchauffe, prend feu ou explose. Cela peut arriver lorsqu'une batterie n'est pas très bien conçue. Laisser ton téléphone à proximité d'une source de chaleur peut également faire exploser la batterie. Et en laissant tomber ton téléphone, tu risques d'endommager le séparateur et de permettre à ces 2 électrodes de se toucher. Mais les batteries de téléphone n'explosent pas très souvent. Les batteries amovibles étaient populaires dans les années 1990 et 2000, mais elles semblent avoir disparu aujourd'hui. Dans les vieux téléphones, ces petits blocs sont souvent de forme rectangulaire ou carrée pour qu'il soit plus facile de les insérer et de les retirer. Aujourd'hui, il en existe des formes plus inhabituelles, comme la batterie en L. Les batteries non amovibles donnent au téléphone une apparence élégante. Les fabricants ont remplacé les coques arrière en plastique par du métal et du verre. Les batteries scellées ont également rendu les téléphones plus fins et plus solides. C'est également comme ça que les téléphones résistants à l'eau sont devenus possibles. Un appareil avec moins d'ouverture empêche l'eau et d'autres particules de pénétrer à l'intérieur. Les batteries amovibles prennent plus de place à l'intérieur des téléphones car elles nécessitent une couche de protection supplémentaire pour les protéger des chocs quotidiens. Lorsque tout cet espace est devenu disponible, les concepteurs et les ingénieurs ont pu ajouter d'autres fonctionnalités. Le chargement sans fil, les haut-parleurs et les capteurs d'empreintes digitales tiennent désormais tous confortablement dans ton téléphone. À côté des batteries de forme irrégulière, des écrans avec des encoches sont apparus. Ce sont les petites zones sombres sans écran où se trouve l'appareil photo frontal et le micro. Les concepteurs ont voulu augmenter la surface des écrans des appareils sans pour autant se débarrasser d'aucune fonction. Ils ont donc placé à côté de l'encoche des icônes indiquant les informations sur la batterie, la puissance du signal téléphonique, l'heure et d'autres éléments sur le côté de l'écran. Cela a permis aux fabricants de créer des écrans plus grands et de se débarrasser des bordures. Cette astuce est également excellente pour le marketing, car il est plus facile de vendre un téléphone avec un écran plus grand.